Un beau bonjour à tout le monde. Je suis content de voir qu'on a quand même une belle foule comme ça. On ne sait jamais avec les conférences, on a beau avoir des confirmations par Facebook, mais on ne sait jamais qui va être là réellement. Donc, content de compter sur vous. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on va voir, même, je vais vous faire un peu de lecture, on ne la lira pas ensemble, mais ce qu'on va voir ensemble, c'est comment on peut se servir d'un outil. J'aime ça appeler un outil, pas nécessairement une perspective. Comment on peut se servir d'un nouvel outil dans l'intervention qu'on fait, soit auprès. Dans l'annonce, on parlait pour les interventions, les éducateurs, travailleurs sociaux, donc au niveau psychosocial, évidemment, mais aussi dans l'enseignement, aussi dans l'animation. Fait comment on peut ajouter cet outil-là à l'intérieur d'une démarche clinique, vraiment un peu démontrer le côté théorique qu'il y a derrière ça, puis surtout les assises théoriques qui sont présentes. Moi, on va en parler tantôt. Mon principal défi aujourd'hui, puis ce que j'aimerais qu'il transparaisse dans l'heure et demie qu'on va passer ensemble, plus une heure et demie, habituellement quand je commence. Je suis dur à arrêter, donc on va regarder l'heure. Je sais qu'il y a une game de hockey d'ailleurs, là, en parenthèse, donc je ne demanderai à personne de dire le score, je l'enregistre présentement. Donc on va regarder ça ensemble. Une première chose que j'ai fait avant de faire ma présentation, puis avant de faire un peu le topo de la conférence, c'est une petite parabole que j'avais écrite il y a de ça quand même quelques années. Je vous dirais que ce dont je vous parle aujourd'hui, ça fait 5 ans que c'est présent dans ma vie, 5 ans que je travaille dans ça, que je travaille aussi sur ça, même la conférence, puis le petit projet de formation dont on va parler tantôt. C'est un petit bébé là, que ça fait 5 ans que je peaufine puis que j'essaie de mettre au monde, puis bientôt ça s'en vient. On ne fait pas de blague sur ma bédaine avec rien non plus. Donc, parabole du grimpeur, on dit à l'aveugle, le défi semblera effrayant. Si tu trouves les bonnes prises, tu trouveras ton chemin. Si tu trouves la bonne voie, tu respecteras ton rythme. Et si tu tombes, je serai là pour toi. C'est quelque chose que je trouvais bien. Moi, principalement, le médium que j'utilise le plus, l'activité que je fais le plus en intervention par le sport, par le plein air, c'est beaucoup l'escalade. Puis je trouve que l'escalade représente quand même assez bien une relation de confiance qui est là, qu'on peut retrouver entre un enseignant, un élève, entre un éducateur, un intervenant et son client. Donc, c'est pas mal toujours avec ça que je présente mes projets de plein air, d'intervention par le plein air. Donc, on en a un exemple ici. C'est bon pour ça, le son, le rythme? Tout le monde? Bonjour. Donc, me voilà, je ne m'attendais pas à me voir dans 12 par 15 pieds aujourd'hui, je vous dirais. Vous me voyez dans mon élément, je dirais naturel, qui est là. Avant de me présenter, j'ai le goût qu'on écoute un petit film ensemble, un petit 2 minutes. Ça va être une belle mise en bouche pour ça, puis ça va vous montrer un peu mon inspiration, d'où ça vient, tout ça. Le projet de Jean-François est d'amener au Pérou 6 adultes avec une trisomie 21 et compléter avec eux le Trek Royal, qui a comme point d'arrivée le Machu Picchu. Un défi physique, mais surtout un défi humain. Ça amène plusieurs émotions. Oh my God! Hey la gang! Là! Vous imaginez qu'on a réussi notre rêve, hein la gang? Ouais. Moi je peux vous dire qu'à partir de maintenant, il n'y a plus un beau de défi qui va vous faire peur. Puis on va faire le serment. Il n'y a plus personne qui va vous imposer des limites, la gang. Vous êtes vraiment des champions. Je suis fier de vous autres. Donc, rapidement, un peu, j'avais le goût de vous le montrer. Pourquoi? Pour parler de la présentation, pour parler de ce qu'on va voir aujourd'hui. De formation, je vous dirais, j'ai fait mon cégep ici à Bécomo, fait que c'est le fun pour moi de revenir. Sinon, je suis enseignant en éducation spécialisée. Il y a d'ailleurs des étudiants dans la classe qui sont là, qui avaient un intérêt, donc je suis content de vous voir. Sinon, j'ai fait un baccalauréat en psychologie en tant que tel, donc ce n'est pas un domaine dans lequel j'ai naturellement étudié. Je vous dirais, formation, c'est pas mal ça, j'aime pas tant parler de moi, j'aime plus parler des projets qu'on a. Parcours de vie, je me suis réveillé un jour vers 22, 23 ans, si je remonte, peut-être vers, je vais cacher mon âge encore. Là. Mais je me suis réveillé, puis j'avais une discussion avec quelqu'un qui était fort passionné de plein air, puis moi, ce n'était pas présent dans ma vie, c'est pas quelque chose qui était naturel pour moi, c'est ça que j'aime toujours parler, parce qu'on n'a pas besoin d'être le grand chef du plein air pour s'intéresser à ce type d'intervention-là.
C'est quelque chose qui se développe quand même assez très bien. Je parlais à un ami, puis il me parlait de ses passions, tout ça, puis il y a quelque chose, quelque chose d'un peu triste dans ça. Je disais, ben c'est drôle. Après la discussion, il était tellement passionné par ce qu'il faisait. J'ai dit, moi, y a-t-il quelque chose qui m'accroche, qui me fait vibrer à ce point-là? Je me rends compte, j'avais des intérêts avant. J'étais quelqu'un qui était beaucoup intéressé par la recherche, par la théorie qui était derrière les choses. Quand j'étais à ces bancs d'école à l'université, donc ce que je fais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez naturel pour moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Mais le plein air n'était pas présent dans ma vie. Au travers de cet ami-là, je me suis mis à découvrir des trucs comme la randonnée, monter les premières montagnes. En arrivant au sommet de ma première montagne, j'ai eu quelque chose de fort qui s'est passé. J'étais même ému en quelque sorte. Ça m'avait un peu recentré vers moi-même. Je n'étais pas quelqu'un qui était orienté tant vers ces activités-là. Puis ma curiosité m'a amené un peu à réfléchir, à me demander pourquoi je ressentais ces choses-là. Ça restait comme ça. Un peu plus tard, ben là, la pêche est commencé à rentrer. La pêche, c'est quelque chose qui s'est rendu maintenant une passion aujourd'hui. Tout ce dont je vais vous parler, c'est des grosses passions. La pêche, ça peut avoir l'air drôle, mais je me disais, voyons, pourquoi tu aimes ça quand tu vas à la pêche? C'est peut-être quelqu'un qui pense trop, on va me le demander. Mais non, qu'est-ce que j'aime? J'aime être avec mes amis, j'aime être dans un environnement qui est calme, j'aime ne pas avoir la pression. Puis on ne se cachera pas qu'il y a quelque chose, il y a un renforçateur qui est là, il y a un petit sentiment d'accomplissement qui est là quand tu ramènes ta première truite ou quand tu pognes le monstre du lac aussi. Ces petites choses anodines, mais qui vont venir influencer notre approche tantôt. Puis même, j'aime ça ouvrir vers la chasse. C'est quelque chose qui est assez récent dans ma vie, puis c'est quelque chose qui, des fois, peut être mal vu, peut être vu comme quelque chose de limite barbare. Mais il y a une espèce de rapport avec la nature, puis avec l'être humain, puis avec tout. Il y a un petit côté. J'ai beaucoup d'amis aussi au niveau, des amis autochtones qui m'ont inspiré dans ça, qui m'ont transmis ce bagage-là. Je me suis mis un peu à réfléchir. Grosso modo, au travers de tout ça, pourquoi ces activités qui semblent anodines, qui semblent des passe-temps pour quelques personnes, peuvent amener ce sentiment-là? Puis pourquoi les gens qui accrochent dans ces activités-là, même dans le sport, même dans les voyages, l'aventure, on va en parler aujourd'hui, mais même des gros tripeux de voyage, comment la passion vient moduler, vient motiver ces gens-là? Puis est-ce qu'on peut utiliser ces vecteurs d'intervention-là, ces activités-là, pour les insérer dans une démarche clinique? Avant même de le vivre d'une manière par expérimentation, j'ai une curiosité, vraiment de recherche par rapport à ça. Puis bon an, mal an, j'ai commencé à m'intéresser par des contacts, par de l'intérêt personnel. J'ai commencé à jumeler ça dans mes interventions. Principalement, ce que j'ai fait en sortant des bancs d'école, j'étais évaluateur en centre jeunesse. Grosso modo, ce que je faisais, c'est que j'avais des signalements qui étaient là, surtout avec des adolescents en troubles de comportement. J'allais évaluer la situation. J'allais regarder si on avait des petits pépins à corriger, si on avait surtout des choses à offrir. Puis le lien de confiance, je trouvais qu'il était plus dur à faire. Je le dis souvent, il ne faut pas se moduler, il ne faut pas se modifier pour développer un lien de confiance avec quelqu'un, mais je trouvais des activités qui marchaient. Puis j'en ai rattaché beaucoup par le sport, beaucoup par le canot. Puis il y avait déjà des activités qui étaient prévues, plus, je dirais, une activité récréative, des canots camping à l'intérieur des démarches. Puis j'ai dit, gars, pourquoi on ne peut pas prendre ce moment-là puis le maximiser? Puis peut-être même avec la tête qu'on se développait, avec les recherches qu'on a faites, puis avec les assises historiques qu'on va voir aujourd'hui, comment on peut utiliser ça pour faire de l'intervention. Donc, ce qu'on va parler aujourd'hui, ce n'est pas une recette miracle, ça n'existe pas. L'intervention, on l'a fait, il y a des choses qui sont importantes, la relation d'aide, le lien de confiance qui est là, mais il y a des outils différents pour la faire. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est quoi cet outil-là de l'intervention par le plein air, par l'aventure, puis pourquoi ça marche, puis comment ça marche. Fait que moi, aujourd'hui, quand je parle de mes croyances et motivations, j'en ai deux. De un, faire comprendre, je me suis un peu fâché à Radio-Canada, je ne sais pas si c'est des gens qui m'ont entendu ce matin en conférence, là. J'ai peut-être eu une envolée, mais j'entends souvent, on sait bien, l'intervention plein air, c'est aller jouer dehors, puis c'est aller en nature, puis on revient après. Là, on est à côté. Si on fait ça, on parle de loisir qui est récréatif, mais on passe à côté d'un potentiel éducatif qui est là, puis qui est très, très fort. Comment l'amener de la bonne manière? On va parler tantôt de peak experience, on va parler vraiment de notion d'aventure. Ça vient de Maslow. Je vais vraiment vous amener des assises historiques qui sont là. Puis on va comprendre à quel niveau, où il faut que j'amène mon groupe de jeunes. Je dis jeunes, mais on parle avec des adultes, on parle avec des jeunes. J'ai même fait avec des personnes âgées. Mon premier défi, c'est qu'on comprenne bien comment on peut faire pour que ça devienne quelque chose d'éducatif, qu'on peut utiliser le potentiel que ça pour le rentrer dans une intervention. Puis mon deuxième défi, c'est vraiment qu'on puisse être capable de voir ensemble qu'on peut l'appliquer à toutes les recettes, que ce n'est pas vrai que c'est juste pour les ados en troubles de comportement. Vous avez peut-être déjà vu des programmes, des émissions en télé, Canal Vie a fait des reportages, ils ont parlé beaucoup de santé mentale, adolescence ou les personnes adultes, mais c'est très, très large. Donc, aujourd'hui, c'est peut-être de piquer votre curiosité, être capable de vous donner aussi un bagage qui est suffisant pour déjà commencer à nourrir cette passion-là. Si vous êtes là, c'est que la graine est déjà semée. Puis moi, je vais essayer de vous abreuver le plus que je peux en 1h30. Je pense qu'on va être capable de le faire. Fait que,
Personnellement, mes motivations, c'est que vous sortez, que je puisse transmettre cette passion qui est contagieuse-là. Moi, c'est ce qui me fait vibrer, c'est même ce qui me rattaché à l'intervention. Personnellement, de pouvoir jumeler une passion à mon travail. Puis c'est ce que je fais aujourd'hui au-delà de l'enseignement. Fait que c'est trippant pour ça. Deux parenthèses, confidentialité. Je le dis toujours quand j'enseigne, je le répète aussi aujourd'hui, les situations qu'on va parler, je vais toujours changer soit le sexe de la personne, soit la date, soit l'année, soit le lieu de l'expédition. Essayez pas de jouer au jeu d'identifier les personnes au travers de ça. J'en parle toujours à mes étudiants, c'est hyper important. C'est pas parce qu'on nomme pas de nom qu'on n'est pas confidentiel. Exemple, si je dis le grand roux qui enseigne au cégep de Bécomo, c'est assez facile de savoir de qui on parle, puis on parle de moi. Il n'y en a pas vraiment deux. Fait qu'on va faire attention aujourd'hui qui est dans ça, donc inquiétez-vous pas pour ça. Puis les projets actuels puis les projets futurs, le volet théorique doit vous intéresser, mais on aime toujours en voir, on aime toujours savoir c'est quoi sur le terrain. On va en parler aussi abondamment. On va voir des vidéos de projets qui ont déjà été faits ou qui sont même en cours d'être faits. Il y a un des partenaires qui sont dans la salle aujourd'hui. Fait que je suis bien content de voir ça. Plan de conférence, on va avoir 3 parties. On va y aller rapidement sur l'historique de l'approche clinique. Bon, un historique, ce n'est pas ce qu'il y a de plus trippant, mais 2 diapos maximum sur ça. C'est quand même important de savoir, pour savoir où on va, il faut savoir par où on est allé. J'ai les droits d'auteur à Jonathan Pinchot, ceux qui connaissent Okoumé sur cette phrase-là. Mais c'est vraiment important quand même dans notre approche de comprendre qu'est-ce qui a été fait et que ça ne sort pas de nulle part. Ça fait plus d'une centaine d'années qu'on travaille dans ça. Fait qu'on va regarder ça ensemble. Les fondements théoriques. Pourquoi cliniquement ça marche? Juste de comprendre pourquoi ça marche, il faut faire attention, ça ne marche pas par magie. Bien utilisé, ça fonctionne. L'intervention par l'aventure et le plein air. On va regarder aussi comment on peut monter, on peut développer un programme d'expédition par l'aventure. Même, vous m'entendez parler, aventure par le plein air, thérapie d'aventure, thérapie par le sport. Juste comprendre le langage qu'on va utiliser, on va aussi le démystifier tantôt, parce que c'est quand même drôlement important dans notre cadre d'emploi. On s'entend que thérapeute, c'est un mot qu'il faut faire attention, qui peut être utilisé à toutes les sauces aussi. Donc, on va en parler. On va regarder des exemples de programmes d'intervention aussi qui ont été faits ou qui se déroulent actuellement. Mon collègue, là, Frédéric Fournier, si vous le connaissez, devait être là. Il n'y a pas pu, il y a eu un empêchement. Donc, je peux un peu représenter ce qu'on fait ensemble. Puis, je vous dirais, les programmes d'intervention, habituellement, on en fait 1 ou 2 par année avec, je ne suis pas de temps plein dans ça, mais c'est un peu mon loisir de manière bénévole ou plus structurée. Et finalement, si vous avez un intérêt qui est là, si vous avez accroché sur ça, même en fait, vous n'avez pas le choix parce que vous ne pouvez pas partir avant ça. Je vais vous parler d'un programme de formation qu'on veut développer au cégep de Bécomo qui s'en vient, en fait, là, qu'on se croise les doigts. C'est un peu pour ça aussi qu'aujourd'hui, on vous le présente. On fait d'une pierre 2 coups. Donc, si vous vibrez déjà à l'idée de ça, vous avez déjà vu un peu d'informations, puis ça vous intéresse, bien évidemment, on va y aller rapidement, un petit 30 minutes pour vous présenter les développements qui vont arriver là, dans la prochaine année. Première de 2 diapos sur l'historique de l'approche. C'est où ça a commencé puis d'où ça vient. On ne va pas aller trop loin, on va juste en 1900. Okay? Je vous ai dit une centaine d'années, pas plus. On a vu premièrement, dans le début 1900, à New York, il y avait un hôpital psychiatrique à Manhattan qui organisait des sorties, plus de répit. Ils se sont rendus compte en santé mentale, beaucoup des débuts qu'on parlait de langage de dépression, de l'anxiété, ou même vraiment les troubles psychiques du temps. On s'est rendu compte que quand on faisait des sorties en dehors des murs, il y avait un moment de pause qui était là. On ne comprenait pas trop pourquoi. On comprenait que l'assise théorique n'était pas trop développée. Mais on voyait que le changement d'air amenait un changement de comportement chez les clients. De plus en plus, c'est l'hôpital de Manhattan qui a développé un peu cette approche-là, qui l'ont inséré tranquillement dans les programmes. Ils appelaient ça des temps de pause, des temps de latence. Un répit, pour vraiment permettre un changement d'une intervention qui est en dehors des murs. Ça reste encore. Ça, c'est une des pierres angulaires d'aujourd'hui. Comment intervenir en dehors des murs, mais d'une manière qui est tout aussi structurée. D'une manière qu'on n'a pas besoin comprendre que ce n'est pas n'importe quoi qu'on fait non plus. Ce n'est pas vrai que c'est juste sortir dehors, en dehors des murs. On garde une structure, mais en sortant de l'établissement. C'est une des choses qu'on va regarder ensemble. Un peu plus tard, on fait un petit bond là, en 1960. Aux États-Unis, on a vu les premières approches d'intervention plein air. Mais il faut comprendre que c'était une drôle d'approche. Une approche qui était vue un peu plus comme étant punitive à la limite. Même, il y avait pour une clientèle qui était en délinquance, qu'on disait à cette époque, ou en toxicomanie, ou même qui avait commis au niveau des abus sexuels. On voyait au tribunal des juges qui condamnaient réellement, dans la condamnation, dans les sanctions condamnées aux jeunes, des programmes de thérapie d'aventure qu'ils appelaient. Vision Quest, si vous voulez chercher, vous pouvez le noter, Vision Quest, il y a des beaux vidéos. On parle des années 70, puis vous voyez vraiment des intervenants un peu là, moitié milieu carcéral, moitié relation d'aide, qui partaient avec des jeunes. Mais là, on ne parle pas de 2-3 jours, on ne parle pas d'une petite aventure, on parle de 90 jours jusqu'à 1 an. À d'autres chevaux,
en campement léger. Puis vraiment, au travers de ce vécu-là, c'est un peu l'idée, quand je parle d'un modèle militaire, c'est pas qu'on travaillait là, au niveau de faire des soldats, c'est pas ça l'idée, mais l'idée de casser le jeune, d'essayer de casser l'armure qu'il avait, là, l'espèce de faux masque que le jeune avait, pour essayer d'inculquer les nouvelles conduites, est venue de là. Je ne dirais pas que c'est la bonne approche non plus, mais il faut comprendre l'historique. Ce qui est bon de ça, ce qu'on tient de ça, c'est qu'on s'est rendu compte qu'avec ce changement d'approche-là, ce changement d'air qui est là, on faisait chuter des masques, on faisait tomber les anciennes conduites que ces jeunes-là pouvaient avoir. On avait l'impression d'avoir une nouvelle personne devant nous. Que quand on le sortait du cadre de société, quand on le sortait de ses rapports sociaux avec sa gang, avec ses amis, tout ça, on avait accès à une nouvelle personne. Tantôt, on va en parler. On va parler du concept de flow qui existe en intervention. Pas flow là, comme un petit flow, mais flow F-L-O-W comme le courant. Ça, on va en parler ensemble. Puis on va comprendre que la beauté de l'intervention plein air, quand on a bien ciblé notre niveau, on a accès à du nouveau matériel, à des nouvelles conduites chez nos clients. Peu importe là, leur âge, peu importe leur référence au dossier, pourquoi ils sont là. Donc, ça a eu ça de bon. Après, en 1980, en Europe, on va y aller rapidement, on a commencé à jumeler, on a commencé à voir pour la première fois ce courant-là dans une approche systémique. Donc, quand on parle de biopsychosocial, il y en a certains qui savent assurément ce que ça veut dire. Je passe 60 heures cette session-là pour l'expliquer. On parle d'une approche qui va travailler sur le bio, sur le corps, le psycho, la tête, et le social, le lien avec l'environnement. Évidemment, on parle d'une perspective qui est systémique. Donc, on s'est rendu compte que la beauté de cette approche-là, c'est qu'on travaillait les trois systèmes, les trois morceaux en même temps. Tu as bien beau avoir le meilleur des moteurs sur ta voiture, si ta transmission est cassée, elle ne marchera pas plus, elle ne roulera pas plus. Fait qu'on a vu que oui, au niveau du plein air, on va toucher le bio, le biologique, la santé, on va voir les retombées tantôt. On travaille beaucoup le psycho, l'estime de soi de la personne, les nouvelles conduites qu'on peut développer, juste jouer un nouveau rôle. C'est facile aujourd'hui, dans notre travail, même monsieur, madame, tout le monde, on est habitué d'avoir un peu le même rôle toujours, une certaine routine qui est là. Mais en cassant cette routine-là, c'est là qu'on a réalisé qu'on voyait des nouveaux masques. Encore une fois, d'où ça vient, on va le voir dans quelques diapos. Puis finalement, au Québec, qu'est-ce qui existe dans ce credo-là? Bien, on en tire un peu de l'arrière. Peut-être ça se peut aujourd'hui, juste en levant la main, est-ce qu'il y a des gens qui se trouvent bien renseignés en intervention par la nature, par l'aventure? On tire un peu de l'arrière au Québec aujourd'hui. C'est enseigné depuis 1996. Aux universités, il y a l'UQAC, l'Université du Québec à Chicoutimi, qui offre un bac. Je ne suis pas là pour faire le diagnostic de tout ça. Ce qui est bien, c'est qu'on passe énormément de temps sur la gestion d'un groupe en plein air, mais un peu moins sur l'intervention sociale qu'on peut faire avec la clientèle. Fait que les notions de relation d'aide, les notions de technique, tous les modificateurs du comportement, comment on peut influencer un groupe, le leadership qu'on peut appliquer, l'animation qu'on peut faire, on est un peu à côté. Fait qu'on se rend compte présentement qu'on a le meilleur des deux mondes, ce serait d'avoir des intervenants qualifiés au niveau de la relation d'aide, au niveau des sciences humaines, au niveau des services sociaux en général, mais aussi avoir les bases pour être autonome dans gérer un groupe en plein air. Ce portrait-là, on va en parler un petit peu aussi tantôt, un peu plus tard. J'ai comme juste hâte, fait que j'ai tendance à m'égarer de mes diapos. Finalement, la dernière diapositive sur l'historique, si vous avez un intérêt sur la recherche, si vous êtes curieux des assises théoriques, les principaux chercheurs qui ont travaillé là-dessus, John Dewey et David Cobb, dans les années 90-2000, donc c'est tout jeune quand on parle au niveau de l'intervention, ils ont commencé à mettre les assises de l'apprentissage expérientiel. L'apprentissage expérientiel, c'est ce dont on va parler le plus aujourd'hui. S'il y a une chose que vous devez surligner, que vous devez retenir, c'est vraiment l'apprentissage expérientiel. On a commencé rapidement, ça ressemble à quoi? Il y a le mot apprentissage qui est là. C'est pour ça, tantôt, je disais que ce n'est pas une perspective, ce n'est pas une recette miracle ou magique qui va faire qu'on va appliquer et que ça va marcher. Puis la beauté de cette approche-là, c'est qu'elle a l'air improvisée, mais est extrêmement structurée. C'est quoi l'approche expérientielle? C'est laisser la personne, soit l'enfant, soit l'étudiant ou soit le client, trouver lui-même une réponse à ses besoins, trouver lui-même une réponse aux difficultés qu'il peut avoir par l'expérience. Qu'est-ce qu'on va faire pour arriver à ça? C'est qu'on va structurer. Le rôle de l'enseignant, le rôle de l'intervenant dans cette approche-là, c'est de structurer l'environnement, de structurer l'aventure qu'on va faire pour savoir évidemment que si je fais de l'escalade avec ce groupe-là, c'est évident que ça va les amener en dehors de leur zone de confort, puis que là, je vais pouvoir travailler les nouvelles conduites, l'esprit d'équipe, la confiance en soi. Je ne vais pas dire, OK, gang, aujourd'hui, on va travailler l'esprit d'équipe, venez, on fait une belle activité, puis on s'assoit en rond, puis on jase. C'est pas ça qu'on va faire. Puis là, vous allez voir une certaine critique là, de ma part, mais je suis authentique, donc je vais le faire.
On va amener le groupe, on va le motiver, on va donner le goût, on va proposer une expérience. Puis ce qui est bien dans ça, c'est que les gens vont pouvoir prendre ce qu'ils veulent bien prendre. Il faut faire attention, si on structure mal, les personnes vont aller là, vont revenir, on aura l'impression d'avoir perdu leur temps. Si on le structure bien, ce dont on va parler aujourd'hui, on favorise l'empowerment de la personne. L'empowerment qui est l'autodétermination. Ce qu'on veut, c'est que nos clients, ce qu'on veut, c'est que nos étudiants, ils soient eux-mêmes responsables de leur cheminement. Que ça vienne d'eux et non de nous, qu'on parle d'une motivation qui est intrinsèque et non extrinsèque. La base de l'approche expérientielle, c'est ça. Encore une fois, on revient dans quelques secondes. Je vais juste vous tanner un petit peu avec ça. Finalement, présentement, il y a l'Association of Experiential Education, ça c'est mon anglais international, qui est présent dans 30 pays, 1500 membres. C'est eux un peu là, qui tiennent informés, qui font des colloques. Il y en avait à Vancouver, au Canada, dernièrement, sur cette approche-là. Puis je vous le répète encore une fois, c'est autant pour l'enseignement, autant pour l'intervention. On le retrouve vraiment dans toutes les sciences humaines. C'est vraiment un bel outil qu'on peut utiliser. Puis finalement, les recherches, là, vous les voyez, les premiers ont travaillé surtout sur la programmation. On va en parler tantôt. Simon Priest et Gass sur le volet social aussi. Comment travailler les types de leadership et les rapports entre nos clients. On comprend que quand on parle d'aventure, on parle toujours d'une intervention de groupe. Donc, eux sont vraiment très, très avancés dans leur écrit. Puis même au Québec, il y a la coopérative LINAC, Intervention par la nature et l'aventure Québec, qui ont fait un bon boulot. Ex-situ Expérience aussi, qui offre des services à des établissements pour aller chercher cette expertise-là. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment on peut éviter d'aller à l'externe pour être capable d'offrir ce service-là. Puis face au vent aussi, là, principalement à Montréal. C'est drôle, ils viennent de Montréal, puis ils partent avec leur groupe de jeunes qui ont des problèmes de toxicomanie. Ils viennent sur la Côte-Nord, dans les Monts-Groux, faire leur intervention. C'est quand même embêtant que nous, on ne l'exploite pas sur notre territoire, ou très peu, puis de voir des gens des autres régions, c'est correct, il n'y a pas de problème, mais je fais ça assez cocasse de le souligner. Quand on va voir à l'intérieur de ça, je tiens à mentionner, dans votre pochette, on vous a remis plusieurs documents. Vous avez des documents références, donc des sites Internet, des établissements, des vidéos. Moi, je vous dis, c'est vraiment le best-of, c'est vraiment la sélection qui est la plus intéressante. Vous retrouvez un peu la même chose qui est là. Il y a des documentaires vidéo. Tantôt, on a vu le début, là, Trisomie 21, Défi Pérou. Vous avez l'information aussi. Il est disponible derrière le DVD au Cégep de Bécomo. Si vous le cherchez pour tel jeu vidéo, je crois qu'il est aussi. Donc, tout ce que vous voyez dans ça, si vous les fouillez, poussez un peu plus loin, même les documents, les livres, je vous ai tout mis les liens. Ce n'est pas quelque chose qui est très cher, puis c'est vraiment des très, très bons outils. J'aime les partager, je ne les garde pas pour moi, parce qu'aujourd'hui, on comprend que je fais surtout ça pour, comme je disais tantôt, un peu là, semer la graine de cette intervention-là chez vous, puis essayer que ça bourgeonne le plus possible. Le bon langage. Important de préciser. On va parler de thérapie ou d'intervention par l'aventure. Si on parle d'aventure thérapeutique, il y a un petit problème qu'on peut retrouver là. Si on cherche à faire une définition, aujourd'hui, ce dont on va parler, on dit que c'est l'utilisation de l'aventure et de la nature afin de faciliter. Puis le mot faciliter est important. Le développement de nouveaux comportements et d'attitudes mieux adaptés à la vie en société. Donc, quand on parle de thérapie par l'aventure, et je vous surligne encore une fois le par ici, c'est qu'on va utiliser cette excuse-là, cet outil-là. La zoothérapie, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est un peu, on va viser une fin éducative, une intervention, puis on va passer par la relation qu'on peut développer avec un animal. C'est un peu la même chose. L'art-thérapie, on va passer par la musique, par la peinture, par la sculpture pour travailler encore une fois un besoin. On est dans la grande famille de l'approche expérientielle. Tout ça, ça vient un peu de la même école. Par contre, moi, je vous dis tout de suite, il faut faire attention. Parce qu'on parle de, comme vous voyez ici, d'intervention psychosociale par l'aventure et le plein air. Ça vient préciser que oui, on intervient, puis qu'on utilise le plein air comme médium, comme vecteur de changement. Si on parlerait plutôt d'aventure thérapeutique, ça voudrait dire que on fait une aventure, puis ça va être thérapeutique pour tout le monde. On n'est pas dans ça. On se sert d'une excuse, on se sert du plein air, de l'aventure, pour répondre à un besoin. Si vous voyez INA, IPA, IAPA, ISPA, intervention par la nature, par l'aventure, intervention par le plein air. Le I, c'est intervention. Le PA, c'est plein air. Le N, c'est la nature. Il y en a beaucoup. Il y a un petit manque de rigueur que vous allez voir à ce niveau-là dans les différentes ressources que je vous ai données. Mais c'est toute la même grande famille de l'approche expérientielle, encore une fois. Je vais juste le préciser rapidement pour ça. Sinon, ce qu'il faut comprendre, puis encore une fois, les 3 points communs, peu importe si on parle d'intervention par la nature, par l'aventure, par le plein air, par le sport, il y a 3 choses. Puis à mes yeux, ces 3 choses-là, si aujourd'hui, c'est ce que vous retenez, puis c'est vraiment ce qui vous fait vibrer le plus, c'est ça qui est le plus important.
La première, c'est la notion de généralisation. On va en parler tantôt. La deuxième, la notion d'utilisation. Donc, comment on peut utiliser le vécu pour intervenir. Puis, troisièmement, 4 niveaux d'intervention. On va voir que là, je vous parle d'adolescents en troubles de comportement, je vous parle d'escalade, je vais vous parler de rafting, je vais vous parler de kayak, je vais vous parler d'ascension de montagne, mais on peut tout aussi bien parler de randonnée, on peut tout aussi bien parler de canot. Le niveau d'intervention va varier grandement, dépendamment du niveau d'intervention qu'on veut faire. Est-ce qu'on va aller à des fins plus éducatives, plus développementales ou plus thérapeutiques? Donc, ça aussi, on va y revenir. Ça nous terminait un peu là, notre plan de la formation d'aujourd'hui. Même si on est déjà avancé un petit peu, j'ai débordé un peu. Fait que ces points-là, je vous le répète, c'est ce qui va teinter notre discussion d'aujourd'hui. On commence. Le gros stock est là. Le gros morceau d'aujourd'hui, c'est exactement ça. Les fondements de l'approche expérientielle, en 1984, ça a été écrit, ça existait depuis les années 1900. On s'est rendu compte de la recette. S'il existe une structure qu'on peut retenir, qu'on peut dire aujourd'hui, une assise théorique claire, c'est celle-là. On va travailler en 4 étapes tout le temps. Dans tout programme d'aventure, ou même juste une après-midi de plein air. Tu sais, l'aventure, c'est 3 jours, 2 semaines, peu importe, l'aventure, c'est sortir de sa zone de confort. C'est ça qu'il faut faire. Puis, comment on peut le faire? Les 4 étapes. Ici, vous voyez vraiment le rôle de l'intervenant et de l'enseignant dans chacune des étapes. La première, l'expérience concrète. Ce qu'on veut faire, ça c'est le prétexte. Si j'avais à noter, là, il n'y a pas d'examen de formation professionnelle, désolé. Si j'avais à prendre une note, c'est vraiment le concret. Qu'est-ce qu'on va offrir à notre groupe? Qu'est-ce qu'on va offrir à nos jeunes ou à nos clients? L'expérience qui est concrète, on dit c'est structurer, accompagner et guider de manière collective et individuelle le groupe de clients. Fait que l'expérience concrète, c'est qu'est-ce que je vais proposer à mon groupe. Est-ce que je propose une sortie de 3 jours en kayak de mer? Est-ce que je propose une après-midi d'escalade au stade Médard-Soucy au cégep de Baie-Comeau? Est-ce que je propose l'ascension d'une montagne en campement léger autonome pendant 1 semaine? L'expérience concrète, je vous rappelle, c'est l'excuse qu'on va utiliser pour intervenir. Comment on va la choisir, cette expérience-là? Parce qu'il faut comprendre, non? On ne veut pas de mort, on ne veut pas de blessés non plus. Là. On va le voir à la prochaine diapo. J'utilise l'expérience concrète que j'ai structurée. Votre travail, principalement, là, ça a l'air drôle, hein, mais l'aventure, c'est peut-être 20 de votre travail. Le 80 c'est le avant, c'est ce morceau-là. Qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, puis pourquoi je vais le faire. Puis je vous le dis, l'expérience concrète, moi, dans mon travail, ce que je fais, c'est que je le jumelle, je serai un complément au plan d'intervention qui est là. C'est pas vrai que je pars en me disant, on va faire de l'escalade, ça va travailler ça puis ça. Non, je regarde les plans d'intervention, je regarde les besoins, les stratégies, les objectifs de mes clients, des personnes que j'ai avec moi. Puis en partant de ça, je vais structurer mon intervention. En identifiant mon besoin de groupe, puis mes besoins individuels à l'intérieur de ça. Je vais vous parler d'un projet que je fais à l'automne prochain avec des étudiants qui ont des problèmes avec l'anxiété. C'est le problème collectif. Donc, on va essayer de cibler, de structurer une intervention qui va aller chercher ça. Puis après, comment je vais le fine-tuner, comment je vais venir mettre la petite finition dans ça pour que chacun trouve réponse à son besoin essentiel. Notre travail est là, c'est pas, comme je vous dis, c'est pas aller dans le bois, puis on a eu du fun, puis on a parlé, puis c'était... Non, il faut répondre aux besoins, sinon on ne fait pas d'intervention. Je suis désolé, on fait du récréatif. Ça c'est fin, ça marche aussi, mais pour parler d'intervention, on est là. Observation, réflexion, deuxième étape, là on est pendant l'activité. Je parle d'aventure, hein, mais j'aime ça faire le lien avec juste une sortie éducative. Juste aller une après-midi en forêt avec des jeunes enfants, on va le voir tantôt, un CPE 100% plein air. Juste offrir ça, bien, on a déjà offert l'expérience concrète d'une après-midi en nature. Ce qu'on va voir, les observations puis les réflexions. L'observation, c'est la job de l'intervenant. C'est là que vous allez voir la structure de votre aventure. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous êtes dans le bullseye ou vous êtes un peu à côté? Si on est un peu à côté, on est capable de se reprendre, d'adapter le niveau. On va le voir tantôt. Mais c'est là qu'on va observer les nouvelles conduites. Vous savez, c'est quoi les conduites? C'est tout ce qu'on voit, on appelle ça les symptômes, les manifestations, toutes des synonymes. C'est les comportements observables qu'on voit chez nos clients. Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui est pareil? On a-t-il quelque chose de nouveau ou on a encore les vieux patterns qui sont là? Et la réflexion. La réflexion, c'est plus un moyen qu'on va offrir à la personne. Prendre des temps de pause, prendre des moments. OK, on a cette aventure-là. Est-ce que toi, tu vois des changements? Fait qu'on est beaucoup dans l'aspect observation des fonctions de travail des intervenants à l'intérieur de ça. Troisième étape, abstraction, conceptualisation.
Peu importe, encore une fois, votre niveau d'intervention, c'est éducatif en classe, si c'est de l'intervention psychosociale, c'est là qu'on va un peu leader. On a observé, on va reprendre le lead de l'intervention, faciliter la réflexion et l'utilisation du vécu expérientiel. C'est là que je fais des liens. Je fais « Hey Mathieu, quand je t'ai eu après-midi et tu as fait telle chose, à quoi tu pensais? » Tu as des bases en psychoéducation, c'est évident, ou même dans tous les cours. Quand on parle de l'utilisation d'opérations professionnelles, on est dans ça. Regarder ce que j'ai vu de mon groupe, faire des retours, leur faire prendre conscience de leur propre expérimentation. Quand je dis que c'est un gros prétexte, on met la table, on les laisse autonomes puis libres dans ça, c'est bien plus gagnant une intervention qu'on fait réaliser un comportement que la personne a fait elle-même que juste demander, que dire, il faut atteindre tel objectif ensemble. On va se rencontrer, on va le faire. À chaque 2 semaines, on fait une discussion. Ça vient de l'extérieur. Là, si on regarde le vécu collectif du groupe, puis on remet de l'avant. À chaque sortie que je fais de plusieurs jours, autour du feu. On a des moments de vie qui sont propices. Vous autres, quand vous êtes autour d'un feu, mais pour tout le monde, c'est pareil. On a une ambiance plus mollo, plus décontractée. On dirait que les masques tombent un peu. Là, on est un peu plus apte à la réflexion, à l'introspection. C'est comme ça que je l'utilise la plupart du temps. Puis finalement, la beauté de l'approche expérientielle, c'est que c'est agréable. Vu que vos clients, vu que vos étudiants ont l'impression d'être libres de leur cheminement, ce n'est pas exigeant pour eux. Oui, il y a une incertitude, il y a peut-être une peur qui peut être là par les activités, mais c'est agréable en partant. Puis on a le goût de le faire. Fait qu'on tombe à quoi? On tombe à une expérimentation active. Hein, j'ai été forcé de faire du kayak, du canot, je me suis senti bon, bien, je vais en faire encore. Qu'est-ce qu'on fait? On consolide. On est en train de cristalliser une intervention qu'on a faite. Tu sais, qu'on parle du retour, du suivi qui est là, là, on est dans le bullseye, là, on est comme ça. On a créé un moment agréable où que votre client a travaillé de nouvelles conduites, il va avoir le goût de le revivre. Puis comprenez, il est en train de travailler un de ses besoins tout en ne le savant pas, tout en ayant du plaisir à le faire, en même temps avec son éducateur, son intervenant qui est là. Par la base de cette approche-là, bien, on le voit ici, là, on vient répondre à un besoin qui va être collectif, qui va être individuel aussi dans cette structure-là. Pour être sûr que l'expérience concrète qu'on a ciblée est la bonne, c'est ça qu'il faut faire. Si on doit ça à Maslow. Maslow, il n'a pas juste fait une pyramide. Hein? J'aime toujours ça le dire. Là. La pyramide de Maslow, on la connaît, mais il existe quelque chose en haut de l'actualisation de la personne. En haut de la dernière étape de la pyramide, qui est l'actualisation de soi, c'est le peak experience qui existe. Qui est présent. C'est quoi le peak experience? C'est quand j'ai l'impression d'être au maximum de mes capacités puis d'être bon à le faire. Souvent, nos passions, ce qui va faire qu'on va être passionné par quelque chose, c'est que je suis bon, puis à quelque part, je le sens que je suis bon. J'ai du plaisir à le faire. La zone qu'on veut avoir avec notre groupe, c'est cette zone-là. Il faut faire attention. Les programmes d'intervention, puis il y a un reportage sur la presse, un groupe, un centre jeunesse qui était parti avec une unité, c'était-tu au Mexique, c'était en Amérique du Sud, puis comprenez que la formation n'était pas là. On a vécu une mésaventure plus qu'une aventure. La manière que ça marche, comment je peux cibler l'aventure que je veux faire, c'est en partant avec ces deux composantes-là. C'est en anglais, là, il y a quelques petites choses en anglais. Comprenez qu'au Québec, on est un petit peu en retard dans l'approche, donc il faut faire la traduction. Nos clients vont toujours avoir tendance à voir leur capacité, leur skill, comme étant plus faibles qu'ils sont réellement. On est tous comme ça. Habituellement, c'est rare qu'on est capable, soit par peur d'être vaniteux, ou soit par manque de confiance en soi. On voit toujours nos capacités comme étant un peu plus basses. Puis, finalement, nous, on peut travailler sur quoi? Bien, c'est sur la perception de la difficulté de l'activité. Il faut trouver le juste milieu qui est dans ça. Si je prends une activité, donc la ligne qui est vraiment à la verticale, qui est trop demandante, avec des clients qui voient leurs compétences, même que leurs compétences réelles sont trop basses, je risque d'être dans la terreur, dans la peur, dans la mésaventure, qui est carrément le contraire. On ne veut pas être là. On veut éviter ça le plus possible. Ça veut dire qu'on a mal ciblé les capacités de notre groupe, qu'on a proposé une structure, une expérience concrète qui est peut-être trop élevée. Puis là, on a la place à vivre quoi? À vivre les fameux effets pervers. L'effet pervers, c'est quoi? C'est « Hey, je vais faire de l'escalade avec mon groupe, ça va être le fun, tout le monde va être bon. » Je connais peut-être pas trop ça, je ne me suis peut-être pas assez renseigné sur les voies disponibles au cégep. J'amène mon groupe de 12, il y en a 4 qui réussissent. Les 8 autres, ben ça pleure, c'est pas fier d'eux autres, puis ça veut partir, puis ça ne veut plus jamais en faire. Là, tu es dans mes aventures. Tu as surestimé les capacités réelles de ton groupe. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est être
dans le déséquilibre qui est dynamique. Si on se ramène à la psychoéducation, le fameux PAD, le potentiel adaptatif de la personne, puis le texte, que certains ont vu, plusieurs même, le potentiel d'expérimentation, de voir qu'est-ce qui est possible. On part en juin avec un groupe qui est là. Puis ça, c'est un beau bébé présentement qu'on est en train de concevoir, là, même des partenaires qui sont là. Puis mon collègue Fred Fournier, avec qui j'en fais beaucoup, bien, on était dans ça. Vraiment on va voir tantôt les étapes de la programmation. On observait les capacités de notre groupe. On voulait faire une expédition sur une montagne, sur le mont Arfan, dans les monts Grou. On se prenait 2 jours pour le faire. On a un groupe au niveau déficience intellectuelle, déficience physique. On dit 2 jours, je pense que c'est quelque chose qui est réaliste. Après 1-2 rencontres de discussion, d'observation, bien, ça n'a pas été long qu'on se dit, voyons donc, ce groupe-là, ça peut monter en une journée. Ça peut le faire. Pourquoi le faire en 2 jours? Puis le contraire existe. Si on n'est pas assez haut, bien, c'est de l'ennui, un intérêt, mais il n'y a rien qu'on va travailler à l'intérieur de ça. Fait qu'il faut toujours être dans la limite de ce qu'on peut demander à nos participants pour les amener dans le flow, qu'on va parler tantôt, l'état d'esprit qui vont être saturés, qui vont penser seulement à l'aventure, puis pas à leurs problèmes, pas au mur, pas au centre, qui vont vraiment penser seulement à l'aventure, puis à la vivre pleinement. T'sais, quand tu penses à ce que tu vas manger, où tu vas dormir, ou juste à ramer le plus vite possible, parce que le rapide en avant, ça ne me tente pas de me mettre les pieds dans l'eau, ça sature l'esprit, puis c'est là qu'on peut travailler les conduites. C'est un beau prétexte pour le faire. Donc, ce qu'on veut être, vous voyez, dans le peak adventure, dans l'aventure à la limite. Maslow nous a amené ça. Il nous a dit que pour y aller, il y a une intervention. Comment on peut voir une intervention qui répond à ce besoin-là? On a quelques indices. La première, vous avez bien compris comment on peut la cibler. C'est par l'observation, c'est par vraiment, on va parler tantôt, là, je ne cacherai pas qu'il y a de l'expérience qui est là aussi là, pour vraiment voir les capacités qui sont là. Mais sur le site Internet de l'ERPA, le laboratoire d'expertise et de recherche en plein air que vous avez dans vos documents, il y a même des tests, il y a les préférences alimentaires, il y a les niveaux de conditions physiques, les fiches de santé. Vous les avez, c'est gratuit. Ce qui est le fun dans cette perspective-là, dans cette approche-là, c'est qu'il y a un partage qui est là. Tout ce qu'on veut, c'est pas, moi, avoir des contrats, c'est le fun, ça me donne des sous, mais j'aime bien mieux qu'en faire bénéficier les étudiants, les clients à la limite. Ça ne me dérange pas de partager les outils, vous les avez. Comment on peut voir une intervention qui va répondre vraiment au pic, vraiment au summum des capacités de vos personnes? Bien, l'utilisation des capacités et des possibilités à son plus haut potentiel. On voit, il n'y a pas personne qui s'ennuie. Il n'y a pas personne qui dit « Ah, moi, je suis capable, j'ai déjà fait ça. » Bien, si tu es capable, tu as déjà fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Bien, tu deviens leader. Pas moi qui va leader, tu vas être mon co-leader. On va te mettre une activité que tu vas être en charge. Il faut, dans votre besoin de groupe, que vous gardez en tête que vous avez plusieurs individus avec des profils différents. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui s'ennuie. S'il y en a un qui est assis pendant qu'il fait de l'escalade sur la chaise, c'est qu'on est à côté. C'est que lui, on est en train de créer de l'ennui. Il faut exploiter aussi ça. Le défi il est là de garder proactif notre groupe. Pendant l'activité, je vais beaucoup parler de jeunes parce que c'est ça que je fais le plus. On voit que le client il est pleinement responsable de ses comportements, de ses perceptions. C'est des actions qui sont volontaires et individuelles. Je vous ramène une fois, puis encore une fois, je change plusieurs choses. J'ai fait une sortie canot camping avec des jeunes, des adolescents en troubles de comportement. Puis quand on dit que les personnes sont pleinement responsables de ces comportements, j'avais 2 jeunes, je vous disais, là, deux petits toughs, là, entre guillemets, là, puis juste l'engageant, parce que c'est le langage que mes jeunes avaient quand j'étais avec eux, qui a demandé de l'aide, puis le contact à l'autre, puis admettre mes faiblesses, c'était quelque chose qui était impossible. Il ne faut pas demander ça, c'est un des besoins. Travailler les capacités sociales, faire la place à l'autre, puis être capable de demander de l'aide, c'était nos gros objectifs qui étaient là. Comment on a travaillé ça? Ça n'a pas pris une grosse intervention. Quand il fallait monter les campements pour la nuit, pour monter la tente, on comprend qu'on a planifié, on a mis ces 2-là ensemble. Nos 2 petits boss, on les a mis ensemble pour monter leur tente à eux autres. Allez, les gars, vous besoin d'un coup de main. Oh non, on est correct. Ça, c'est leur voix. Ils disaient, non, on est correct, on va réussir. Bien, on les a laissés. Puis non, ils n'étaient pas corrects. Puis monter une tente, ça a l'air facile, mais quand tu ne l'as jamais fait, c'est pas ce qui est le plus évident. C'était beau, très, très beau de voir avec les éducateurs qui connaissaient ces jeunes-là. J'étais plus consultant. De les voir venir voir leur éducateur pour leur demander « Hey Mathieu, finalement, j'aurais peut-être besoin d'aide. » Puis ils se sont assinés, puis ils se sont criés après. On les a laissés faire. Parce que quoi? C'est des actions volontaires et individuelles. Il faut que ça vienne d'eux. Quand je reconnais mes difficultés, quand je suis capable de demander de l'aide, on dit assumer mes difficultés, 50% de l'intervention est faite. Le reste, c'est facile. Un coup que j'accepte que j'ai besoin d'aide, c'est là que je fais de l'empowerment, que je m'auto-détermine, que je me prends en charge. Avec juste un risque de nuit à la belle étoile, on a répondu à ça. Puis garde en tête, si on arrête là, on a passé à côté d'un beau potentiel éducatif.
Quand c'était autour du feu, on est revenu là-dessus. Le fameux bâton de la parole, qui est un outil dont je vais vous parler tantôt, on est revenu là-dessus. Puis on a dit, ouais, c'est vrai, hein, peut-être que t'aurais-tu moins sacré après ton chum pendant 2 heures? Puis t'aurais-tu eu le temps de manger ton souper au lieu de prendre une collation sur le va-vite vu que tu as passé 2 heures à monter ton campement? J'aurais peut-être dû demander un coup de main avant, Patrick, tu as raison. Puis le lendemain matin, c'était pas compliqué. Quand c'était le temps de faire le bois, quand c'était le temps de me monter les canaux sur le pick-up, ben, il a demandé de l'aide tout de suite. Ça a l'air anodin. Mais quand tantôt, je parlais de la notion de généralisation, quand on va retourner ensemble, quand on va retourner en établissement ou à l'école avec ce jeune-là, si tu as été capable de le demander une fois, fais-moi pas croire que tu n'es pas capable de redemander de l'aide après. Quand je parle d'une approche qui fait que la personne va elle-même s'inscrire dans sa démarche thérapeutique clinique, bien, on est dans ça. On a une fausse liberté qui est à l'intérieur de ça. On a toujours l'impression qu'aller en nature, aller en forêt, aller en plein air, c'est la liberté qui est là. C'est vrai, il n'y a pas de mur. Tu n'es pas dans un centre, tu n'es pas dans une unité, tu n'es pas dans un établissement, tu n'es pas dans une école. Mais il faut comprendre que, oui, tu vas pouvoir t'exprimer librement, il y a de la spontanéité qui est là, tu n'as pas nécessairement de règles qui est là. Il y avait des personnes qui étaient bien impressionnées qu'on parte en groupe, en intervention plein air, en aventure de 5 jours. Avec des jeunes de centre jeunesse, puis c'était pas avec Homo, donc on était, je vous dirais pas, on était en Estrie, OK? On était en Estrie, puis ils étaient bien surpris qu'on n'amène pas d'agent d'intervention. Ils ont dit, bien, s'il y a un pépin, c'est une désorganisation, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on va faire? Puis effectivement, on a eu un pépin, on a eu quelque chose qui ne marchait pas. On a eu une fugue. Ça a duré 2 minutes. Parce que le jeune, il a monté à la trail, puis 2 minutes après, il s'appuie, c'était gauche-droite pour aller chez lui. Fait qu'il a dit « C'est de la merde votre affaire! » Il s'est assis puis il a boudé. Bien, on change les principes d'intervention, on change les conduites. Ça n'a pas servi à grand-chose. On a fait un retour là-dessus, comprenez. Si on fait que garder ce moment-là, on passe à côté d'un potentiel d'éducation. On a un potentiel d'intervention. On est revenu après avec ce jeune-là. Il a comme compris que la fuite, puis que ça amène une dépendance qui est nécessaire. T'sais. On vient un peu forcer le lien entre l'équipe d'intervenants et les jeunes. Il y a une codépendance qui est là dans cette approche-là. Fait que c'est intéressant pour ça. Sinon, une ouverture d'esprit qui va être présente. Encore une fois, on a une intervention qui est libre, qui est peut-être un peu moins structurée dans l'œil de nos clients. Puis, ce qui est bien, c'est qu'on va favoriser un essoufflement du corps, mais une centration vers la tête. Ça, on le voit souvent. Tu sais, quand on a fait un gros jogging, si vous aimez le sport, quand on est vidé au niveau du corps, on dirait qu'on est plus reposé, on a plus le temps de poser nos idées, de réfléchir, de favoriser l'introspection. Bien, dans le Peak Experience, quand on utilise pleinement le potentiel de nos clients, c'est ça qu'on va retrouver. Ça l'ouvrait en fin de journée, comprenez là, que ça dormait à 9h30 d'intente. Puis ça, c'est dans tout, peu importe, que ce soit adulte, même jeune, 7-8 ans, le dodo, il n'était pas long à venir. Là. Puis juste avant ça, autour du feu, ça ne tentait plus d'inventer, de mentir, de dire un peu n'importe quoi, d'avoir l'air hot. Non, c'était le réel qui était là, c'était le moi réel qu'on voyait. Puis la beauté de cette intervention-là est là. Quand on parle d'intervention biopsychosociale, on passe vraiment par le corps pour travailler les comportements au niveau du psychisme et de la psychologie de nos clients. Un autre fondement qu'on va voir, on en voit 4, on est rendu au 2e, il y a le concept de flow. Est-ce quelqu'un est capable de prononcer ça? La personne qui a fait la recherche? Bon, ça se prononce Csikszentmihalyi, OK? Puis c'est pas japonais ni asiatique, c'est la Suisse, la Suède, si je ne me trompe pas. C'est un chercheur qui a travaillé sur 2 choses. Il a travaillé sur la créativité, puis il a travaillé aussi sur la psychologie positive. Donc, comment amener un changement chez notre client, puisqu'on parle de psychologie, avec une approche qui se veut positive, qui se veut agréable avec la personne. Sans trop le savoir, Maslow puis notre monsieur ne se connaissaient pas nécessairement, mais ils ont amené une belle notion qu'en intervention plein air, on va toujours retrouver. Puis ce que je vous dis, vous demanderez à n'importe quel intervenant, c'est vraiment nos 4 principaux fondements qu'il faut s'assurer pour un programme d'aventure. Le premier, bien, on dit le flow, c'est quoi? Bien, c'est de zone, être dans sa zone. Là. On dit un état mental et d'opération dans lequel la personne accomplit une activité en état d'immersion et de focus total. Une implication qui est complète. En résumé, le flow, c'est le fait d'être absorbé totalement dans une activité qui est vécue. Donc, on a la centration de l'esprit de la personne. Avez-vous déjà remarqué quand on est en auto, là, c'est une tranche de vie, quand on est en auto et on cherche une adresse, qu'est-ce qu'on fait? On baisse le son. Il n'y a aucun entre. Moi, je fais ça tout le temps. Puis là, je vous l'ai dit là, vous allez le remarquer à tous les jours. J'arrive proche, je baisse le son. Il n'y a aucun rapport entre visuellement ce que je vois puis le son qui est dans la voiture. Mais en fait, il y a un rapport. Votre capacité d'attention, on ne lira pas tout. Là. Moi, je n'aime pas bien lire les PowerPoint au complet. Vous les avez de toute façon. Votre capacité d'attention est limitée.
Et même là, on a réussi à le calculer. Votre connexion Internet là, est 5000 fois plus rapide que votre capacité d'attention à vous. Pour nos clients, c'est la même chose. On s'est rendu compte dans cette approche-là que quand je vais saturer l'attention de mes clients, quand les 3 choses qu'on va penser, c'est l'activité qu'on fait, où que je vais dormir, puis qu'est-ce que je vais manger, bien, on va vraiment conduire au second plan les autres besoins, les autres manifestations. Il y a une phrase que je dis souvent, c'est que je ne peux pas me sortir d'une situation, puis là, je vous dis avec mon langage là, de conférencier, pas mon langage clinique avec mes ados, je ne peux pas me sortir d'une situation si j'ai les 2 pieds dedans. C'est bien dur essayer de voir les possibilités de changement, puis voir qu'est-ce que je peux faire différemment quand je suis saturé par cette situation-là. Fait qu'un jeune qui est en problématique d'agressivité, d'anxiété, j'ai vu des jeunes en troubles alimentaires à l'intérieur de ça, un jeune qui est dans sa problématique, qui va dans sa période d'inadaptation, comment je peux faire une intervention quand il est déjà dans les symptômes? Quand juste le fait d'être debout, c'est déjà trop dur pour lui. Bien, quand on parle vraiment du concept de flow, c'est que je vais trouver un prétexte, une activité dans laquelle je peux le maximiser, qui ne pense pas à ses problèmes, puis pendant ce moment-là, pendant que je fais saturer son attention, avec le Peak Experience qu'on a vu tantôt, je viens répondre à des besoins d'une manière bien informelle, qui ne s'en rend pas compte. Oui, je me sens bon, oui, j'ai un rapport de groupe, oui, je suis avec mes amis, oui, je ne pense pas à mes problèmes, oui, je suis peut-être meilleur que mon estime de moi qui est tout croche. Oui, peut-être qu'être en nature, peut-être que je joue un nouveau rôle, peut-être que c'est la première fois que je ris depuis 6 mois. Ça a l'air peut-être un peu dur ce que je vous dis, mais j'ai vu ça. Je vais vous parler d'une intervention qu'on a faite avec des jeunes en TSA, trouble du spectre de l'autisme. On a vu quasiment un miracle, là, il y a 2 mois. Je vais vous en parler dans quelques minutes. En saturant l'attention, on vient un peu sortir la personne de ses vieilles pantoufles, de ses masques, de ses vieilles conduites habituelles. Ce qu'on va voir au niveau de l'intervention pour savoir que je suis dans le flow, que je suis vraiment dans le libre courant avec mon client, vous avez une rétroaction puis une communication qui est constante. On a un contact qui est là avec la personne. Pourquoi? Elle a besoin d'aide, elle a besoin de valider, elle a besoin de savoir, « Hey Patrick, si je coupe le bois, puis si ce n'est pas juste être en saut à parachute puis je ne pense pas à rien, c'est je pense aux tâches que je dois faire pour assurer que ça va bien avec mon groupe ou que ça va bien dans le canot, que le rafting ne va pas se renverser. Tu sais, je pagaille-tu à gauche, je pagaille-tu à droite, c'est pas là que je vais penser qu'à l'école, je me fais intimider puis que ça me fait de la peine beaucoup. On va le travailler quand même. Se sentir dans un groupe, se sentir avec une estime qui est augmentée, on le travaille aussi. Sentiment de réussite qui est possible, on évite encore une fois la mésaventure. C'est drôle, on parle de 2 chercheurs qui ne se connaissent aucunement et qui parlent de la même chose. Bien, c'est les assises de notre approche. Puis finalement, il y a un sentiment d'accomplissement total, puis ça va vraiment relayer, reconduire mes autres besoins en arrière. C'est pour ça qu'on parle d'une psychologie qui est positive. On va faire vivre des moments de joie, pas de facilité, là. Pas qu'est-ce que tu as le goût de faire, on va aller le faire. Ce n'est pas un renforçateur, ce n'est pas un privilège qu'on donne. On sort de la zone de confort, mais on leur fait vivre des succès, puis on leur montre qu'ils sont capables de. Ça a l'air drôle, là, mais par principe de généralisation, qu'on va voir tantôt, si tu es capable de monter une montagne que tu pensais que tu ne serais jamais capable de le faire, avec un bon intervenant, tu vas réaliser que tu es capable de faire n'importe quoi. Bon, on l'a vu tantôt dans le défi Pérou, dans le petit vidéo, Jean-François, que j'ai rencontré dernièrement, puis j'ai pu parler de ce projet-là avec lui, il dit, il n'y a plus personne qui va vous dire que vous n'êtes pas capable de faire quoi que ce soit. Bien, c'est ça. Quand on parle d'utilisation, c'est d'utiliser ce moment-là avec nos clients. L'intervention flow, comment on peut s'assurer de garder notre client dans cette approche-là, avant de vous donner des exemples? On va saturer l'attention et la concentration. On voit que les esprits de groupe individuels sont dirigés vers l'accomplissement d'une tâche, vers la réussite de l'activité, de l'aventure, ou tout simplement par la beauté du paysage. Tu sais, je veux revenir, ce n'est pas juste du 4-5 jours en kayak, en rafting, comme on va voir tantôt. Une après-midi qu'on fait d'escalade ou qu'on fait de rando en forêt avec des jeunes. Juste voir pour la première fois une perdrix. Croyez-moi, j'ai vu des personnes que c'était la plus belle chose qui existait au monde, c'était la nouveauté. Donc, on va vraiment saturer l'attention de nos clients. Il y a une implication totale qui va être là. La nouvelle expérience va permettre un moment de pause et de réflexion. Donc, on peut aller vers des réflexions écrites, vers des retours en grand groupe. Comment je me suis senti dans l'activité aujourd'hui, puis qu'est-ce que j'en retire. Quand je disais tantôt, là, la conceptualisation, la 3e étape, l'approche expérientielle, c'est vraiment comme ça qu'on va le développer. J'aime beaucoup cette phrase-là. On dit « l'existence est suspendue temporairement ». Il en est de même pour les symptômes et les manifestations. Je le répète, on ne peut pas sortir du trouble quand on a les 2 pieds dans le trouble.
Souvent, il y a des personnes, puis ça vous arrive sûrement, là, si vous travaillez ou vous étudiez en relation d'aide. Hey, j'ai tel ami qui a tel problème ou j'ai un membre de ma famille qui est dans telle situation. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Ben, s'il ne veut pas s'aider, on peut mettre la table, on peut développer le lien de confiance, on peut référer, proposer. Mais une fleur, ça ne va jamais pousser plus vite en tirant dessus. Hein. Ça, c'est sûr et certain. On ne peut pas forcer la personne au changement si ça ne vient pas d'elle-même. Il faut le garder en tête. Ben, pendant que je te fais vivre une nouvelle activité, que je te sors de tes bottines d'isolement, d'idées noires, ben, puis je te fais vivre des succès, des joies, puis une nouvelle manière d'être, ben, c'est peut-être là que je vais te raccrocher à quelque chose. On ne sait pas à quoi qu'on va raccrocher. Il y a des fois, j'ai fait vivre des programmes d'aventure à des clients, je savais que ça allait marcher. Mais des fois, c'était carrément par haut. Je pensais que c'était l'escalade qui allait répondre à ça, mais c'était juste fendre du bois. Je vais vous parler de mon jeune qui a fendu du bois pendant 3 jours tantôt, là. Sans blague, je n'ai jamais vu ça. On a eu du bois pour 3 ans, mais lui, c'était ça. Fait que, bon, on le voit là. Ça laisse la place à une nouvelle manière d'être, une chute des anciens masques qui était nécessaire. Je vous ramène en canot camping, en Estrie, que j'avais fait avec des jeunes qui étaient en centre de réadaptation. Il y a un jeune, puis c'était quand même drôle, vous comprenez que j'étais consultant, j'étais en dehors de cette unité-là, j'étais plus guide plein air pour cette expédition-là. Puis il y a un jeune qu'on a vu aller, puis lui, on s'est fait, le profil qu'on avait, un jeune qui est agressif, un jeune qui a des réactions qui sont violentes, un jeune qui ne participe pas beaucoup. Mais la première chose, dans l'autobus, en se rendant sur place, en allant dans le parc, la première chose qu'il dit, il disait, moi j'accroche tout de suite, c'est le genre de choses que je faisais avec mon père quand j'étais jeune. Vous comprenez que le lien avec son père, il était perdu depuis quelques années pour diverses raisons. Fait que déjà là, on changeait l'air. Puis en plus de changer d'air, on allait vers un environnement qui lui parlait. Il y avait une symbolique qui était là. Ça allait déjà bien, on avait bien ciblé, on savait, on avait ciblé ça pour lui fortement à cause de ça. Arriver sur place, qu'est-ce qu'on fait? Première chose, conseil pratico-pratique, là, quand on arrive d'un campement, on fait 2 choses. On met de l'eau à chauffer, on a toujours besoin d'eau propre et chaude, puis on monte un campement. On avait besoin de bois. Ce jeune-là s'est tout de suite proposé, puis oui, le jeune de 15 ans violent avait une hache dans les mains, parce qu'on savait que la hache... ses idées n'étaient plus là. L'idée, c'était de couper du bois pour se chauffer à soir. Il faisait comme 3-4 degrés déjà l'après-midi. Fait que puis le groupe était bien content. Hey, OK, ouais, il s'appelle tout Mathieu. OK, ouais, Mathieu, c'est vraiment cool que tu aies coupé du bois. Ouais, puis t'es déjà super valorisé. Tellement que ce jeune-là, quand il ramenait des bûches, on comprend, là, on renforce ce comportement-là. On a accès à du matériel éducatif qui est là. Tellement qu'il était motivé en ramenant ses bûches au campement, il a passé 3 jours à faire du bois de chauffage. Mais sans blague, le jeune qui était violent, qui ne coopérait pas. Mais pourquoi? Bon, on a saturé son attention. Il est tombé d'un élément qui lui parlait. Il a trouvé de manière autonome la réponse à son besoin d'être efficace. Puis je ne vous cache pas, un moment donné, je parlais avec avec Fred. Fred était là dans cette sortie-là. Je parle vers Fred, puis disons qu'il n'y a pas la retenue et le langage que j'ai dans tout temps, mon ami Fred. Puis je vois dans sa face qu'il voit quelque chose de nouveau. Avec quelques mots qu'on ne peut pas répéter. Il dit, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il est en train d'hacher les arbres vivants, mais comme des branches en haut. Il n'y avait plus assez de bois mort à hacher. Il était rendu à hacher tout ce qu'il pouvait hacher. Tellement. Puis qu'est-ce qu'on a fait? On l'a laissé faire. Sans blague. Il a été 3 jours à faire le bois. Sa tâche, c'était Mathieu qui fait le bois. Quand il est revenu, je me sens, puis on a parlé, les retours, je me sens efficace, ça me fait du bien. Je sors tout ce que j'ai en dedans. Puis, je peux même pas, j'ai pas la liberté de m'entraîner quand je veux ou d'être faire physiquement. Bien, par le travail physique, on a répondu à ce sentiment-là. Il a été même valorisé par le groupe qu'on avait, puis par l'équipe de guide, puis on l'a réutilisé. Qu'est-ce qu'on a compris cliniquement? Après 3 jours, on est revenus ensemble. Qu'est-ce qu'on a compris? Qu'est-ce que les éducateurs ont compris de ce jeune-là? Il a besoin d'être actif pour se sentir capable d'eux. Puis c'est en se vidant d'énergie qu'il est capable de faire les retours. Tu sais, le soir, comprenez, là, qu'il comprenait ses comportements quand on utilisait tout ce qu'on a vu. C'était la première fois qu'il était vraiment capable de s'arrêter et de réaliser un peu là, ses difficultés. Fait que ça, c'est notre Mathieu qui achète du bois qu'on a vu. Fait que en saturant l'attention, en lui donnant une tâche, on a réussi à faire chuter les conduites d'agressivité qu'il y avait avant, des canaliser dans quelque chose de bénéfique, parce que fait ça à coup d'hache dans un arbre mort, ça demande quand même de l'énergie, puis probablement que ça lui a permis de ventiler certaines frustrations, mais d'une manière positive, une approche qui est positive encore une fois. Là, on a parlé du pendant. Ce qui nous reste à faire, c'est parler du après l'aventure, après la sortie plein air. Puis c'est là qu'on va dire, comment est-ce qu'on a vécu en groupe? Tu sais, je peux vous en donner plein, je sais pas, même je pense que je suis allé un petit peu, ah non, je vais en parler tantôt. Il y a une jeune fille que je vais toujours me souvenir de sa descente en rappel. Vous savez c'est quoi le rappel? C'est comme de l'escalade à l'envers. Je monte en haut puis je descends comme ça sur un mur.
On va en parler. Ça va répondre un peu à ça. C'est un autre exemple. La généralisation, c'est quoi? Bien là, quand je dis que ce n'est pas une perspective, c'est une approche. La généralisation, on parle d'un concept qui vient de la psychologie behaviorale, qu'on parle de conditionnement. On s'est rendu compte en faisant des recherches qui étaient drôlement, qui n'étaient pas nécessairement très éthiques, là. On s'est rendu compte qu'on était capable de généraliser un vécu dans une situation très, très précise à la vie de tous les jours. La manière que ça s'est fait, processus spontané par lequel un comportement appris face à un stimulus sera émis face à un nouveau stimulus semblable ou ressemblant. Connaissez-vous le petit Albert? Y en a-t-il qui connaissent ce petit Albert? C'est un petit bébé d'environ entre 2 et 4 ans qu'on a fait. L'expérimentation en psychologie n'était pas ce qu'elle est maintenant. Là, la recherche et tout ça a bougé beaucoup. Ce qu'on faisait, c'est que le petit bébé était assis, puis on mettait un lapin en avant de lui. Puis à chaque fois qu'il allait pour flatter le lapin, on tapait sur une grosse pièce de métal en tôle. On faisait un son très fort. Le jeune enfant avait peur, faisait vraiment un saut. On a fait ça, on a répété. Quand on parle de conditionnement, là, comme le chien de Pavlov, vous avez peut-être déjà vu, là, on a fait ça, on a répété. Le but, c'était quoi? C'est qu'on essayait de voir, est-ce qu'on peut inculquer la peur de quelque chose d'une manière externe. Puis quand on parle de généralisation, ça marchait. Même quand l'enfant voyait le lapin sans frapper sur le morceau de tôle, il avait peur. Il pleurait, il faisait des crises, il voulait se retirer. On a poussé plus loin. Même quand on amenait un morceau de tissu blanc, le lapin était blanc, juste le morceau de tissu blanc, le jeune enfant faisait une crise, voulait s'en aller, ne voulait rien savoir. On a induit une peur d'un morceau de tissu blanc en passant par un... Je n'irai pas plus loin que ça avec les conditionnements, je pense que vous le comprenez. On est parti avec ça. On parle de quelque chose de négatif. Je vous ramène ça très, très clinique. Les problématiques d'attachement, souvent, c'est ça. Tu sais, qu'on dit qu'il y a pas mal de choses qui se jouent en enfance. Mais si le premier lien d'attachement que tu as eu, tu es une jeune fille avec ton papa ou un jeune garçon avec sa maman, puis tu t'es rendu compte que maman ou papa peut disparaître n'importe comment ou te traiter de n'importe quelle manière, il y a des grosses chances que par généralisation, toutes tes conduites futures d'attachement, donc relations de couple, soient affectées encore de ce pattern-là. Quand on parle d'un comportement qui est cristallisé, c'est comme ça que ça fonctionne. Là, c'est plate, on a parlé de 2 morceaux négatifs. Au niveau de l'intervention en plein air, pour l'amener positive, puis être de généraliser les nouvelles conduites apprises, on passe exactement par la même situation. Les 2 stimuli peuvent être physiquement très différents, le lapin et le bout de tissu, mais leur sens, leur signification va rester similaire. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la recherche. L'exemple, ma jeune fille qui faisait du rappel. La jeune fille, puis comprenez là, que c'est un rappel que moi, j'aime beaucoup faire d'escalade, puis quand j'étais en haut, je shakeais un peu. Là. Fait que le niveau... Le pic qu'on avait pris, il était haut. Puis on avait besoin de le prendre haut parce que c'est des jeunes qui avaient de la torque. Puis il fallait vraiment les faire travailler. Si c'était trop facile, j'ai vraiment été hot, puis checkez-moi. Je ne veux pas ça. Tu vas me favoriser un comportement qui est négatif. On voulait créer un déséquilibre qui était là, un déséquilibre dynamique. La jeune, ça a pris un bon 20 minutes qui était là. Puis jamais personne inactif. Hein? Les autres jeunes qui étaient en bas, l'autre intervenant qui était avec moi, qu'est-ce qu'on fait? On encourage l'autre en haut. Puis il l'encourageait, la jeune. Tellement encouragé. Comprenez, là, le corps ne marchait plus, les 2 jambes étaient paralysées, il n'y a plus rien qui bougeait. Pour la faire descendre, ce qu'il a fallu faire, il a fallu que je m'attache à côté et que je l'attache sur moi. Ça ne tentait pas pantoute, mais là, on n'a pas le choix. Le chemin pour descendre, là, il est de même. Quand on l'a monté, en descendant, ça ne se fait pas. Puis c'est vrai, la seule manière de descendre, c'est de le faire. Je lui ai dit, j'en ai profité, je lui ai dit, cette fois-là, on prend quelques secondes de courage, puis on l'attaque. Puis je suis avec toi, fais-moi confiance, il ne peut rien se passer de mal. Travailler un petit lien de confiance qui est là. On a descendu avec les autres jeunes qui criaient, qui encourageaient. Écoute, tout le monde braillait rendu en bas. Cette jeune-là, elle passait proche de l'évanouissement quand elle atterrit à terre. Là. On pensait que c'était de la peur, mais finalement, elle était contente. Elle était vraiment, ça a pris comme 20 secondes. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Puis la première chose qu'elle a dit, c'est quoi? Je peux-tu le refaire? Ben oui, tu peux. On n'avait pas le temps de le refaire. Mais ça venait d'elle, elle voulait le faire. On a pris le temps de le refaire. On a mangé plus vite le soir. On le refait. Autour du feu. Bâton de la parole, je l'aime beaucoup, le bâton de la parole. À chaque début d'aventure, on fait réaliser à nos que ce soit jeunes, adultes, là, tout le monde aime ça. Hein? On fait un bâton de marche, puis on s'en sert comme bâton de la parole. Tout le monde grave ses initiales dedans, on se fait une espèce de banding ensemble, on travaille les liens du groupe pour qu'ils soient forts, pour qu'on se supporte dans cette aventure-là. Puis le bâton de la parole, quand tu sens les mains, c'est toi qui parles, puis on t'écoute. Puis c'est pas vrai qu'on placote, on t'écoute. Cette jeune-là, c'est venu d'elle-même. La généralisation, on n'a même pas besoin de la faire nous-mêmes. C'est correct mon micro, Serge? Comme ça? Parfait.
On n'a même pas besoin de la faire autour de la parole. Moi, je demande toujours le bon moment, le moment un peu plus difficile, puis surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour le corriger. Gardez ça positif. Cette jeune-là, elle devait passer, elle avait une révision de plan d'intervention 3 semaines plus tard. Ça la stressait, ça la terrorisait. On le savait, c'est pour ça qu'on voulait lui faire vivre ça. D'elle-même, c'est venu. Elle dit, ça me faisait tellement peur, Patrick, quand j'étais en haut. Là. Je voulais tellement pas être là. C'est la chose qui m'a le plus terrifié. Elle dit, non, c'est pas vrai. C'est la deuxième chose qui m'a le plus terrifié de ma vie, à part dans 3 semaines, quand je vais repasser devant le monsieur juge, pour savoir si je retourne en famille d'accueil ou si je reste en centre. Elle dit, hein, c'est drôle, j'ai été capable de faire ça. Peut-être être capable d'aller à ma révision de plan d'intervention comme une grande. T'sais, je vous le dis, puis je suis un peu ma mère, c'est bon, hein, vous allez me connaître un peu plus. Là. Mais juste entendre cette jeune-là, de se faire confiance, de penser. C'était des comportements, je vous le dis, réellement, c'est des comportements d'automutilation qu'on avait avant. Là. Tellement que le stress, tellement que la peur était là, puis si on avait du retrait complet. Juste en verbalisant ce morceau, en généralisant. 2 expériences sont très différentes, mais qu'on touche. Ne pas avoir peur, la confiance en soi, puis dépasser ses limites. Elle l'a verbalisé elle-même. L'équipe d'éducateurs qui était présente capotait. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Ils l'ont utilisé. Quand on retourne dans le centre, dans les retours, à chaque fin de journée, on lui fait parler, puis on lui fait vivre encore. On a vu qu'elle, son vecteur de changement, son moteur pour travailler ses conduites, c'était ça. C'est sortir de sa zone de confort. Fait que rendu au centre, qu'est-ce qu'on faisait? On essayait de la faire sortir de sa zone de confort au moins aux 3-4 jours parce qu'elle avait la capacité de changer. Bien, elle l'ignorait. Puis elle l'a vécu au travers de ça. C'est beau, hein? J'espère vous triper, peut-être un peu moins que moi. Mais la beauté est là. C'est qu'on met en place une structure d'intervention, puis on a ces belles surprises-là. Puis comprenez, là, on l'avait prévu. On le savait. C'est pour ça que ce groupe-là, c'était tous des jeunes qui avaient besoin de dépassement. C'est pour ça qu'on a ciblé cette activité-là, puis qu'on n'a pas fait du kayak à la place. Le kayak va travailler autre chose. On va le voir tantôt même, on va en parler. Est-ce que vous comprenez bien le principe de généralisation? C'est comme ça qu'on devient des intervenants. C'est vraiment avec ça qu'on peut utiliser. Si vous arrêtez après, vous revenez dans votre établissement ou dans votre classe, puis ce que vous avez vu, bon, ça a bien été, il y a eu une belle action. Bien, on est passé à côté de notre job. L'action devient éducative qu'on l'utilise, qu'on la généralise. Pas juste pour le plein air, pour tout ce que vous voyez, une game de soccer, une visite chez les parents en dehors du centre. Si on ne revient pas sur les bons événements et on les laisse tomber, ben, on ne favorise pas le changement chez nos clients non plus. Ça marche? Oui, non? Good. Dernier point, avant de parler un peu plus concret, on parlait de généralisation, ça s'appelle aussi de l'utilisation. Pour être sûr que ce que vous allez voir pendant vos sorties, dans les comportements de vos clients, que ce soit utilisé, il y a un processus qu'on appelle le processus d'utilisation. Gendron en a parlé beaucoup, Piaget aussi nous en a parlé un petit peu avant. Il y a 3 niveaux, puis je ne vais pas vous assommer avec ça, là, c'est très théorique, puis on va regarder les programmes dans quelques secondes. Il y a 3 niveaux. La première chose, quand on veut faire le fameux retour, la fameuse conceptualisation qu'on a vue tantôt, quand on veut là, que les observations qu'on a faites nous, qui conscientisent, puis qui cristallisent ces comportements-là, qui réussissent à les réutiliser par la suite, on n'a pas le choix d'y aller comme ça. La première étape, c'est la différenciation. Faire réaliser à la personne qu'est-ce qui lui appartient, puis qu'est-ce qui appartient vraiment à l'environnement. Un exemple, encore une fois avec la même situation, la jeune aurait pu facilement dire, là, tout le monde a... Ça, c'est ma voix d'ado, là, vous comprendrez. Là, tout le monde a descendu, j'ai juste fait comme tout le monde. J'étais forcé de le faire. Oui, tu étais forcé de le faire, mais tu l'as quand même fait. Toujours mettre de l'avant qu'est-ce qui appartient au client. Que c'est lui qui reste et qui restera toujours maître de son intervention. On n'est pas là pour tirer. La dernière chose qu'on fait, c'est tirer sur la main de quelqu'un. On est là pour guider, pour accompagner, lui faire comprendre que les bons coups, là, c'est pas parce qu'on est en kayak, c'est pas parce que tu tripes, c'est parce que tu les as fait toi-même. Deuxième point, favoriser une mise en distance. On dit vraiment amener la personne à réfléchir sur le rôle. Pourquoi tu as été capable? Encore une fois, la jeune fille, pourquoi tu as réussi cette fois-là? Là, j'avais vraiment pas le choix, puis je me suis dit, tant qu'à le faire, autant mieux le faire tout de suite, puis que ce soit agréable. All right, oui. Puis c'est ça qu'il a dit. Ça ne me tente pas d'aller au tribunal, mais autant mieux le faire, puis je n'ai pas de contrôle là-dessus. C'est moi, une des phrases qui m'a orienté toute ma vie, c'est « tu as juste le contrôle sur les choses que tu peux changer ». Les choses que tu ne peux pas changer, si tu perds du temps et de l'énergie à faire ça, c'est du burn-out ou de l'anxiété. Mais de conscientiser, de comprendre ma dynamique personnelle,
dans ce cheminement-là que j'ai eu en plein air. Puis ça, c'est vrai pour toutes les interventions qu'on fait. Puis finalement, amener la personne à reconnaître les liens qui existent entre la réalité objective d'une situation et son vécu subjectif. En français, ça veut dire quoi? Comment tu as agi? Pourquoi tu as agi comme ça? Qu'est-ce que c'est venu résonner? Est-ce qu'on est capable de faire des liens avec ta dynamique, avec ce qui te suit depuis des années? Mon jeune qui faisait du bois, c'était ça. Ça m'a fait du bien de fesser le bois. J'étais content, c'est pour ça que je l'ai fait. Mais pourquoi ça te faisait du bien? Qu'est-ce que ça te fait vibrer? Puis il dit, ben, ça me fait dire, c'est vrai que j'ai un trop-plein, puis il faut que je le fasse sortir. Là, on fait quoi? On n'arrête pas là. Tu as un trop-plein, il faut que tu le fasses sortir. Ben, maintenant, là, on est dans le bois. Mais la semaine prochaine, quand on retourne dans ta famille ou à l'école, comment qu'on le récupère? Comment qu'on leur fait sortir ce gros plein-là? Quels moyens tu peux te donner toi-même pour retomber dans ce bien-être-là, dans cette capacité-là? Vous comprenez un peu la base? C'est une approche qui peut avoir l'air qu'on ne fait rien dans l'intervention. C'est vrai, hein? Si vous viendrez dans des programmes qu'on fait, vous ne me verrez rien intervenir, puis j'ai vraiment l'air de rien faire. Je fais de la vaisselle, je pars des feux quand je suis capable, puis je monte des abris à gauche, à droite. Mais c'est parce que j'ai travaillé 80% avant. Puis je laisse mes clients libres de leur intervention, toujours en les guidant, en l'utilisant au maximum. Je vous le dis, hein, puis je parle de plein air, mais c'est toujours comme ça l'intervention. C'est quoi la différence entre un intervenant qui est bon et un intervenant qui est excellent? L'intervenant excellent, selon moi, c'est du Patrick Castonguay. Là. Je vais peut-être me faire tirer des roches pour ça. Mais l'intervenant qui est excellent, c'est qui fait ça. Il revient, il généralise, il utilise ce qu'il observe pour faire changer. Il ne fait pas juste dire te rentrer dans tes objectifs, là, un renforçateur. Il ne fait pas ça. Il fait te rentrer dans tes objectifs, comment tu as fait, pourquoi tu as fait, puis comment on va continuer à faire comme ça. Pas moi, Bibi, ici, qui va dire comment faire. Toi, quel moyen tu te donnes. Là, on parle d'une intervention qui est positive, qui est orientée vers le client, pas orientée vers la gestion des symptômes. Je fais une parenthèse, ce qu'on fait beaucoup malheureusement en intervention, c'est de gérer des symptômes. Hein, gérer la violence, gérer l'anxiété, gérer. Si vous me mettez gérer dans un plan d'intervention puis vous me le montrez, je vais trouver ça un peu tannant. Je comprends les réalités des milieux, je le sais qu'il faut faire attention à la sécurité, qu'il faut prioriser des besoins quand même. Mais si on ne part pas par le client, on travaille en double puis on travaille pour rien. Une fois que la personne elle a ce vent-là, qu'elle est bien, qu'elle est contente dans sa démarche puis que ça le sait, tu sais, le plein air, ça a duré 4 jours. Mais si ça fait vibrer puis ça fait vraiment comme un petit bruit en dedans, là, il y a un jeune, je vais en parler tantôt, mais j'en parle tout de suite. Il y a un jeune qu'on a amené avec nous. Lui, c'est un décrocheur. Il avait 15 ans, il était en consommation, mais socialement, ça allait plutôt bien. Mais il avait juste, il ne se voyait pas. Lui, il disait tout le temps. Lui, ce qui sortait dans son discours, c'est que ça ne sert à rien. C'est juste ça qu'il dit. Ça ne sert à rien. Aller à l'école, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que je veux faire comme job? Ça ne sert à rien. Pendant la sortie, le jeune dit, on change d'air, on change d'environnement, on fait découvrir de la nouveauté. On était juste dans l'exploratoire. On n'avait pas le prétexte d'être en intervention. Il s'est assis à côté de moi pendant que je faisais les nœuds pour faire du rappel. Un nœud en 8, un nœud doublé, tout ça. Il dit, hey, c'est bien drôle ce nœud-là. Je dis, gars, go. Puis à la fin, après la première journée, le soir autour du feu, il dit, hey, j'aimerais ça apprendre des nœuds, tout ça. Je dis, cool, viens-t'en. Il veut ça, on le fait. C'est pour ça qu'il faut être quand même une bonne équipe autour. Puis il veut ça, on le fait, on le met. Le lendemain matin, c'est lui qui encordait, qui attachait les nœuds d'escalade des autres jeunes, de ses amis, des autres jeunes qui étaient dans la sortie. Et responsabilité fois 1000. Tu as la vie, on les validait, là, on regardait le nœud qui était là, mais il se sentait à l'aise et compétent. Ce jeune-là souriait, quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis 3 mois. Juste ça, j'ai le sourire d'en face moi-même. Après, on s'en va. Puis le problème, c'est qu'on était consultant, on était guide plein air. La formation que je parle tantôt, ce serait bien mieux que ce soit un éducateur qui ait donné ce lien-là. 3 semaines, pas 3 mois après, je le croise. Il vient me voir, je ne vais pas vers lui, confidentiel. Il vient me voir et il dit, hey, sais-tu quoi? Je fais quoi? Il dit, je viens de m'inscrire en guide de tourisme d'aventure au cégep de Gaspésie-les-Îles. Ce jeune avait 16 ans, il s'inscrit, il a fait son projet de vie, il a changé ses objectifs. Il allait pour je ne sais pas pourquoi il allait, puis bien honnêtement, il n'y avait pas ce déclic-là. Mais juste en changeant d'air, puis assurément que le sentiment de compétence puis le sentiment que ça existe, il m'a regardé, il a dit, toi, c'est quoi ta job? Juste en soirée? Là? Je dis, ma job, c'est pas mal ça, ma job. Il dit, hein? Ils n'ont pas été payés pour faire ça. Je dis, mais, d'abord, trouve ce que tu aimes, puis après, demande-toi si tu vas être payé. Je l'ai présentement, puis ça, ça remonte à 5 ans environ, cette sortie-là. Je l'ai revu l'an passé. Il a terminé, puis il travaille comme guide dans
dans un parc national. C'est ce qu'il fait comme métier. Puis il va numéro 1, il va super bien. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est la sortie qui a fait ça. Par contre, je suis très capable de dire qu'on a semé la graine, qu'on a motivé, qu'on a amené une saturation des problèmes en offrant une nouvelle manière d'être. On a amené un potentiel de changement, des nouveaux rôles positifs que je peux jouer. Je pense que ça a dû aider à sa démarche. Il reste une base de théorie à regarder ensemble, mais c'est les 4 niveaux d'intervention. Puis là, c'est là que je me tempère un peu, là, je me calme un peu. Moi, comprenez que j'ai travaillé beaucoup plus dans le côté développemental puis thérapeutique, vraiment des réponses à des besoins cliniques. Tu sais, vraiment, entre guillemets, le remède de cheval à quelque part. Tu sais. Essayer de prendre un nouvel outil pour ajouter. Puis garder en tête, jamais la prétention de dire que le plan d'intervention, que les objectifs sont ciblés, ne sont pas les bons. C'est les bons. La demande de service est là. La référence a été faite à cet établissement-là. L'intervention est bonne. Moi, ce que j'amène, ce que je propose, c'est ce qu'on dit en approche expérientielle, c'est d'ajouter un outil, ajouter une stratégie dans le plan d'intervention. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on ne joue plus dans le développemental puis dans le thérapeutique. Par contre, avec la jeunesse, moi, je parle beaucoup en CPE, en école primaire, secondaire, même il y a des écoles du coin, puis beaucoup au Saguenay sont vraiment avancés là-dessus, des écoles 100% plein air, on en voit, ou des programmes, je pense que c'est Serge Bouchard qui a un programme même en plein air qui commence à amener ce côté-là. On touche à quoi? Bien, on touche au récréatif, c'est pas mauvais l'aspect récréatif. Faire un canot camping, puis pas tant le structurer, bon, des bons moments, qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on a vu, c'était beau. On a déjà une base qui est là. L'éducatif aussi. Moi, j'ai une amie qui est enseignante au primaire, qui devrait être là aujourd'hui, qui n'est pas là, donc c'est plus mon amie. Elle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, mais ta formation, si je vais là, qu'est-ce que je vais retirer? Mais je veux dire, tu vas comprendre que si tu passes comme ton avant-midi à parler de concepts de biologie, de mathématiques, puis de logique, mais si tu fais une sortie dans le bois en arrière de ton école, puis que tu as des, tu sais, vous avez déjà entendu, est-ce que tu es plus visuel ou tu es plus auditif? Vous avez déjà entendu ça? Bien, on se rend compte qu'un troisième type, c'est kinésiologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai besoin de bouger pour apprendre. Moi, je me rends compte maintenant que je faisais partie de ces jeunes-là, que c'est par l'expérience qu'ils vont le retenir. C'est en voyant le nombre de cocottes qu'il y a dans l'arbre, puis en le calculant, puis en regardant le nombre de ronds qu'il y a dans le bio d'arbre pour compter l'âge. C'est cette approche-là qui va marcher, qu'on peut offrir. Fait répondre à un besoin éducatif, ça se fait très bien par l'approche expérientielle. Parce qu'encore une fois, on a laissé l'étudiant ou on a laissé le client responsable de sa démarche. Tu sais, un stage, ça a l'air niaiseux, c'est pas en plein air, mais un stage, c'est ça. C'est te laisser un environnement qui va te former. On te cadre en supervisant ton stage, mais tu vas aller chercher toi-même réponse à tes besoins éducatifs. Fait que plus on touche une intensité qui est plus forte, donc plus qu'on va dans le peak experience, plus on va dans douce incertitude, que j'aime appeler, là, plus qu'on va faire vibrer des axes développementaux et thérapeutiques chez nos clients. Plus que les masques, les vieilles manières d'être sont difficiles à supporter, puis on a accès au moins réel dans ces cas-là. Puis l'assise théorique de base du programme, c'est ça. On va regarder 3 vidéos ensemble. La première vidéo qu'on va voir, c'est un service de garde ou un CPE qui est 100% plein air. On est dans le niveau 1, dans le niveau 2, dans l'éducatif, dans l'occupationnel. Ich habe ein neues, was von denen, was ganz scharf ist. Kälte, bei Schnee, aber auch bei Sommer, bei Hitze, bei Regen. Wir sind da eben den ganzen Tag draußen. Die ganzen Sinne werden angeregt und gefördert. Sie können sehr konzentriert arbeiten, weil sie können bei uns hier ganz konzentriert ganz viele Sachen entdecken und dann bleiben sie auch dabei, weil das von innen herauskommt. Das ist eine Bude von uns, die haben wir mal gebaut. Noch grüne kleine Blaubeeren. Sie sehen vieles, sie erleben vieles und es ist jeden Tag anders. Je suis sûr que vous êtes curieux.
Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des enfants qui jouaient avec des couteaux qui montent dans des arbres de 2 étages de haut. Ce qu'on voyait récemment, ce qu'on attendait, c'est que la prise de risque pour les enfants est quelque chose d'extrêmement stimulant. Les bases de psychomotricité, en travaillant le physique chez un jeune, en le faisant bouger le plus possible, on se rend compte que les synapses, que les neurones sont consolidés et se développent encore mieux. C'est les assises théoriques de ces programmes-là, de faire bouger les jeunes le plus possible. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, si on retourne à notre présentation, on est exactement dans notre niveau 1, dans l'expérimentation puis dans l'éducation. Fait qu'on transfère des compétences de base vraiment sur le terrain. Fait qu'encore une fois, on crée un environnement qui est libre, mais structuré. Comprenez que les règles de sécurité sont quand même là. On voit le jeune avec le couteau, mais l'éducatrice ne doit pas être bien loin en arrière, quoi que ce soit. Mais par la prise de risque, c'est démontré qu'on maximise le développement psychomoteur des enfants. On a une approche qui a été faite. Si on regarde un autre programme qui vient de chez nous, on va toucher à quoi? On touche à des bases développementales de leadership, au lieu de faire ça en salle de classe. Puis on touche à des bases éducatives aussi, de se connaître un peu mieux. Allez, petit loup, se réveille. Allez, c'est beau. C'est le matin, bon matin. En Amérique du Nord, le système d'éducation est fait que les gens arrivent dans la classe, puis ben là, ils s'assoient, puis ils écoutent le prof, ils ouvrent leur portable, puis ben là, ils ont leur cellulaire, puis ils ont leur contexte, leur réseau, leurs amis. Mais être mis en relation avec les autres, c'est plus quelque chose qui est d'emblée, qui est fait, être dans l'esprit de communauté, être avec l'autre, se comparer, se regarder en relation directe, on le voit plus vraiment. Fait que le plein air, puis en tout cas les programmes de nature et d'aventure, ça met les gens en action. Ça les fait travailler ensemble, ça les fait se parler finalement. L'objectif principal, c'est le développement du leadership. Puis pour atteindre cet objectif-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ciblé des habiletés vraiment importantes en gestion aujourd'hui, comme par exemple la communication, la conscience de soi, piloter le changement, la prise de décision dans des conditions difficiles, le développement des autres. On a donné de la théorie par rapport à ces habiletés-là, puis après ça, les étudiants doivent la mettre en application concrètement, puis dans des expériences réelles où ils vivent des vraies émotions. Moi, j'ai surtout appris en fait à avoir confiance aux gens, parce que c'est une chose que je n'arrivais pas du tout à faire. Moi, j'aime diriger, j'ai toujours dirigé mes groupes de travail, sauf que diriger, diriger un groupe, c'est une chose, mais diriger une équipe, c'en est une autre. Donc à partir de là, avec les cours en plus que j'ai eus, ça m'a vraiment... j'ai réussi à faire une introspection et à essayer d'aller de l'avant vers les autres. Un des processus qui fait qu'on arrive à des effets positifs dans les programmes d'aventure au niveau du leadership, par exemple, c'est la déstabilisation qu'on crée avec les individus au plan émotif, psychologique puis physique. On place 8 personnes qui connaissent rien de l'environnement. En fait, là, pour certains, c'est l'hiver québécois, la neige, le camping, la randonnée. Puis on leur demande de prendre des décisions à vif comme ça. Donc, c'est sûr qu'il faut aller après ça chercher nos notions de leadership pour prendre la consultation de l'équipe, voir comment est-ce qu'on peut gérer ce changement-là qui est tout à fait nouveau pour tout le monde. Ça travaille énormément de se dire, on est tous ensemble, qui prend les initiatives, ça vient tout seul même par moment et puis on se pose énormément de questions après justement. Après tout ça, c'est de se dire, j'ai fait ça, est-ce que peut-être que j'aurais pu faire autrement ou pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Dans le contexte actuel des organisations, les besoins ont vraiment changé au cours des dernières années. L'environnement est de plus en plus instable, incertain. Fait que les gestionnaires sont toujours dans un contexte d'incertitude, d'ambiguïté, de complexité. C'est ça qui a amené le besoin de développer des leaders. J'ai l'impression que pour pouvoir intégrer des notions de leadership, il faut les mettre en pratique. Je sais qu'on a fait un tour de table ce matin par rapport à votre condition physique, mais comment vous vous sentez pour demain? Est-ce que vous êtes prêts pour faire une moyenne grosse randonnée? Dans une expédition comme ça, on leur donne l'occasion d'expérimenter le leadership, de vivre des vraies situations où ces habiletés-là sont mises en application. Puis après, on réfléchit là-dessus sur une expérience commune. Donc c'est pour ça que le plein air, l'aventure, ça peut être un outil intéressant dans le contexte organisationnel. On comprend que ce programme-là, ça a été structuré exactement dans les bases d'approche expérientielle. Donc vraiment donner un environnement
La matière qu'on a vue en classe, comment on peut le transférer dans une sortie de fin de semaine pour développer les bases de gestion, de prise de risque, d'avoir un consensus dans l'équipe de travail. On l'a, je pense que c'est un des beaux projets qu'on a. Que vous avez là, une grande feuille dans vos notes de conférence. Je ne vous ai pas mis tous les PowerPoint, on comprend, je vous ai mis là l'essentiel résumé qui est là, du moins ce qui peut être comme très résumé, mais applicable dans votre pratique. C'est vraiment la structure d'un programme d'intervention. On en parlait un petit peu tantôt. Comment je fais pour être sûr que ça laisse des traces? Puis le fameux 80% de l'intervention qui se fait avant la sortie. Si vous regardez dans le haut en gris, là, on a vraiment les 3 grands moments de l'intervention. Donc l'évaluation ou l'observation, l'intervention concrète, donc l'activité, finalement le suivi. Nous, ce qu'on fait, quand on parle de thérapie par l'aventure, ce qu'on amène 3 morceaux qui sont l'orientation, l'aventure en tant que telle, puis la célébration, retour par la suite. Si on regarde, avant même d'être pendant l'aventure, quand on est sur le terrain, c'est vraiment là où se marquait l'aventure, c'est là qu'on va dans le bois ou qu'on va à l'extérieur. Mais tout ce qui est l'orientation, c'est la préparation. Si on regarde ce qui est en couleur, c'est 80% du travail. Donc, le besoin, le but, l'objectif, une approche qu'on dit d'acclimatation, faire des activités préparatoires avec mon groupe pour qu'il y ait déjà un bon. Présentement, on en travaille un, on part en juin, c'est déjà ce qu'on fait. Une fois par mois, on se rencontre, on fait une activité d'escalade, une activité de quilles, une activité de rando. Pour ça, pour déjà avoir un esprit de groupe, pour déjà défaire les clics, déjà avoir un sentiment d'appartenance qui est là. On sait que c'est des critères de succès pour l'aventure. La connaissance de soi, les désinhibitions, donc casser la gêne. Puis quand on tombe à l'aventure, développer la confiance. La communication, la coopération qui est toujours mise de l'avant, parce que c'est un vécu de groupe essentiellement. On fait rarement de l'aventure en solo. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? La résolution de problèmes, les défis personnels et de groupe. Plus on avance, on tombe dans le 3e temps de l'approche expérientielle, dans la conceptualisation, l'utilisation. Réflexion et solo. J'ai déjà fait, puis comprenez là, que le climat le permet, c'est facile d'avoir l'air seul au monde en nature. Quand on est au sommet d'une montagne, on se sent tout seul, on se sent tout petit. Juste un groupe de 10 est disposé en rond à 100 mètres chacun autour de l'intervenant qui est dans le milieu. Puis on avait donné une cloche à chacun, puis on les laissait là. L'activité, c'était ça. On vous drop dans le bois, puis vous pensez. Puis vous avez une cloche. Si ça ne va pas, vous sonnez la cloche. Il était en 100 mètres de distance, mais avec les arbres, on ne les voit pas. Les intervenants étaient dans le milieu, on était en retrait. Quand les cloches sonnaient, on allait voir. Puis le fait d'être seul, le fait d'avoir un moment de pause, ça ressortait toute l'adrénaline qui chutait. Là, ouf, OK, j'en ai vécu beaucoup. Le matériel d'intervention qu'on a eu, ce n'était pas un groupe qui a des problématiques majeures, c'est un groupe qui a des problématiques assez mineures, mais chaque problématique est sa réalité pour chacun. Mais quand même, ce n'était pas un des gros cas, mais c'était très formateur de faire cette réflexion-là en solo. Finalement, le partage, pour consolider, revenir sur les bons coups. Souvent, ce qu'on fait, célébration, accompagnement, qu'est-ce qu'on fait après que l'aventure est terminée? C'est qu'on laisse un mois. On laisse le temps là, de l'adrénaline, on laisse le temps aux personnes de se voir aller, d'avoir une réflexion qui va être un peu plus à froid après. Puis un mois plus tard, on commande la pizza ou on fait une activité, encore une fois, de sportive de plein air, puis on revient. Hey, un mois après, qu'est-ce que tu te souviens de ça? Qu'est-ce que ça t'a laissé? Ça ne m'est jamais arrivé d'entendre quelqu'un qui me dit « bof ». Même des questionnaires écrits, là, on avait toujours un sentiment, soit jouer des nouveaux rôles, soit voir que je suis compétent, beaucoup d'estime de soi. Les retombées, en fait, vous les avez. Les retombées qu'on voit le plus souvent, puis ça vient de nos groupes physiologiques, on va y aller rapidement. On s'entend que les habitudes de vie, tout ce qui est la prise en main de sa santé, c'est là. Quand on a un groupe qui doit faire une ascension, habituellement, il se prend en main. Au niveau social, l'esprit d'appartenance, acceptation par les pairs, prendre sa place dans un groupe, mais surtout psychologique, l'estime de soi, la fierté, surmonter les obstacles, la résilience, la force qui est présente, sortir de la routine, affronter l'inconnu. Moi, j'aime beaucoup expérimenter des modèles positifs, des nouveaux rôles. Nos clients, malheureusement, souvent, là, ils ont l'impression d'avoir le tag sur la tête. Ils ont le diagnostic clinique là, marqué bien gros sur le front, trouble de l'attachement ou agressivité. Puis on ne leur laisse aucunement la chance de vivre des nouveaux modèles. On dit, toi, on va travailler ce que tu as dans le front. C'est ce qu'on fait. On gère les symptômes négatifs, on essaie de les aider, on essaie d'aller plus loin, mais on a toujours en tête là, le tag, l'étiquette que la personne peut avoir. Là, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y en a plus. Puis on ne les sait pas. Hein? Les autres jeunes, là, peu importe. On s'entend que je connais les dossiers des clients qu'on a. Mais le but, c'est de développer des nouveaux rôles pour développer des nouvelles manières de faire. Il faut sortir des symptômes pour travailler ces symptômes. C'est toujours comme ça.
Finalement, spirituel, ça peut avoir l'air anodin, mais la spiritualité, c'est plus que la religion puis les croyances. Hein. Ma place dans le monde, mes rêves, le jeune qui s'est réorienté sa carrière, ses espoirs. Puis moi, à l'automne, j'ai pogné de quoi de gros. Ça, c'est moi. J'ai pogné de quoi de gros. Quand j'étais arrivé au sommet de ça, avec un groupe, c'est un relax, c'était des groupes, des étudiants internationaux qui étaient, même Lilian était là en plus, c'était bien. Quand tu arrives en haut de ça, c'est le Mont Arfan, des Monts Gros qui sont à 3 heures sur la 389, un secret là, bien caché de la Côte-Nord. Quand tu arrives en haut de ça, tu te sens petit. Puis tes problèmes, puis tes petits trucs qui clochaient, ben, tu te rends compte finalement qu'il est peut-être plus gros que ça. Fait que tout le développement même d'une manière d'être au monde, là, je l'entends beaucoup d'un client qu'on amène. Quand ils sont en haut, là, les gens pleurent, les gens sont touchés. Puis moi, je leur dis, un groupe avec qui on part en juin, c'est ça que j'ai hâte de voir. Hâte de voir qu'ils sont capables de se rendre là, qu'ils ont cette place-là, qu'ils ont arrivé ensemble. On touche les motifs directement pour ça. Finalement, grosso modo, l'aspect théorique, là, il est là. Si vous voulez entendre parler de programmes qui existent, qu'est-ce qu'on fait pour mettre un peu là, la puce à l'oreille? Parce que dans le prochain 20 minutes, là, je vais être bien tannant. Je vais vous parler de quelque chose qui s'en vient, qui va sûrement vous intéresser, mais je ne vous dirai pas tout. Parce que malheureusement, aujourd'hui, je peux faire un 90 heures avec vous autres facile. J'en aurais longtemps à vous dire. J'ai l'impression d'avoir effleuré les concepts d'intervention. Mais au moins, vous avoir fait comprendre un peu pourquoi l'approche, elle est réelle. On parle d'intervention, pas juste de jouer dans le bois. Et là, présentement, qu'est-ce qu'on fait? On travaille pour une expédition des Monts Gros que je vous ai parlé avec Destination Loisirs. Vous voyez, ça, c'est une sortie une activité préparatoire d'escalade qu'on a fait. Rapidement, il y a des gens avec des diagnostics de déficience intellectuelle, d'autres de déficience visuelle. Puis on a vu déjà du beau. Quelqu'un qui est descendu en bas et qui déjà là pensait jamais être capable de le faire. Puis on crée tranquillement un moteur. Là, on ne parle pas d'une clientèle en développemental ou en thérapie, c'est pas ça l'idée. C'est de faire vivre du nouveau, un nouveau sentiment de, on est plus dans la maturation de conduite, on est plus dans le récréatif, mais encore une fois, de dépassement de soi. C'est des gens pour qui le défi, il est là. On l'a bien pris, on l'a bien perçu. Journée d'escalade TSA, j'aurais vraiment aimé que Frédéric soit là pour vous en parler. C'est arrivé il y a quelques mois. Il y a un jeune garçon de 8 ans, puis il y a beaucoup là, de journées pour les personnes handicapées en loisirs qui se fait. Un peu partout. Puis c'est un jeune qui avait réussi à monter jusqu'en haut. Puis c'est un jeune, la communication, c'était zéro. Il n'y avait pas de communication qui était là. Il n'y avait aucun message qui était émis. La compréhension du message était possible, mais le jeune ne parlait pas. Rendu au sommet, il s'est retourné vers son éducatrice, puis il a dit « Hey, Isabelle, viens me rejoindre. » Comprenez, là, les parents du jeune étaient là. Isabelle, son éducatrice, depuis 2 ans, était là. Ça faisait 2 ans qu'il n'y avait pas de communication. Isabelle, ça n'a pas été long qu'ils ont mis un harnais et qu'ils l'ont fait monter, même si ça ne tentait pas pantoute, au sommet. Hey, c'est vraiment haut. Hein? En descendant en bas, plus rien. Qu'est-ce qu'on fait? Hey, ça ne marche plus, il n'y a plus rien, il ne parle plus. Mais non. Qu'est-ce qu'ils ont réalisé? C'est en changeant la zone de confort, en créant un déséquilibre dynamique chez ce jeune-là, qu'on l'amène à avoir une communication qui est nécessaire, qui a besoin de parler. Puis quand il se sent bon, quand il se sent stimulé, bien, c'est là qu'il va parler, c'est là qu'il va vraiment entrer en relation avec les autres. Depuis ce temps-là, bien, dans l'intervention, on essaye d'amener des moments justement où il y a une prise de risque, où il y a un sentiment de peur qui est présent. Encore une fois, ce n'est pas de la vraie peur, mais on a accès à ce matériel-là. Canot camping, je vous en ai parlé plein, les adolescents qu'on a fait, là, mon fameux hacheur d'arbres qui était là. Puis bientôt, ce qu'on travaille à l'automne, on travaille sur une expédition de rafting sur la rivière Moisy avec des étudiants du cégep de Bécomo qui ont des mesures adaptées, donc des étudiants qui ont divers diagnostics qui viennent influencer leur cheminement scolaire, soit par parler de centres de manifestation qu'ils peuvent avoir. Ce qu'on a fait valoir avec le cégep, c'est qu'on voyait quand même une espèce de besoin qui était commun au niveau de l'anxiété. Peu importe les diagnostics, puis les raisons, les difficultés, on trouvait que les difficultés amenaient de l'anxiété dans le parcours scolaire. Fait qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi le rafting? Puis on s'entend, hein? Le rafting. On veut prendre un vecteur de danger, quelque chose qui a l'air épeurant, quelque chose qui est anxiogène, pour leur montrer qu'il n'y a aucun problème en rafting, que c'est très, très sécuritaire. Je voulais vous en parler tantôt, j'ai oublié quand je parlais du risque qui est perçu puis du risque réel. En escalade, ils meurent, tu sais, l'escalade c'est dangereux, on peut mourir. Bien, annuellement, puis en proportion, là, il y a plus de personnes qui meurent en jouant au soccer qu'en faisant de l'escalade annuellement.
Il faut faire la part des choses. Puis il y a plus de personnes qui meurent en dansant dans une discothèque qu'en faisant de l'escalade dans une année. Pourquoi? Parce que le risque il est là, il est réel, fait qu'on prend les précautions pour les éviter. Quand on sait qu'il y a un risque, ben, on prend doublement des précautions. Fait que pourquoi? Quand je parle de choisir les activités, on a un bel exemple. Ce groupe-là, ce qui a été vendeur, ben là, pourquoi du rafting? C'est ben trop gros, ils n'ont jamais touché à ça, ils ont peur de l'eau. Parfait. Ils ont peur d'échouer, ils ont peur que leur parcours soit difficile, ils ont besoin de travailler le dépassement de soi à l'école, ça va les faire travailler fort, réussir leur programme de formation collégiale. Ben, ils vont travailler fort aussi. Puis croyez-moi, après coup, ça va se transférer dans leur cheminement scolaire. Pourquoi? Parce que pendant 1 an, on va suivre ces jeunes-là pour voir les retombées. Puis c'est une recherche qu'on va pouvoir publier après, puis qu'on va travailler 1 an avec eux, qu'on va vraiment répertorier avec la littérature, qu'on va filmer, puis qu'on ait des subventions pour le faire parce qu'on voit les retombées positives. Fait que c'est un groupe test là, qu'on va pouvoir vraiment valider que les retombées positives pour ce groupe-là. Donc, vous voyez, ce n'est pas une recette magique, ce n'est pas fait ci, fait ça. Il y a 4 grandes étapes au niveau de l'approche. Vous l'avez dans vos notes. Déjà, imaginez, ce qui peut être le fun, moi j'aime ça, donner des devoirs. Vous êtes probablement en lien avec de la clientèle dans vos différents établissements ou du moins dans vos stages, dans vos milieux. Essayez déjà de voir quels besoins je pourrais travailler, puis est où ma zone là, de douce incertitude que je pourrais faire avec mes clients. Puis essayez déjà de commencer. Si j'avais, avec la grande fiche, là, avec toutes les étapes, si j'avais à développer un programme, comment je l'enlignerais? Puis moi, vous avez mes coordonnées, hein, vous m'appelez, puis je n'ai pas la prétention de dire qu'avec le 2h30 qu'on fait aujourd'hui, vous allez être sa coche, puis que vous ne verrez pas de mésaventures. Je vous dis, il faut se perfectionner. Mais au moins que vous commenciez à avoir les possibilités, c'est le fun. Si vous voulez vous perfectionner, là, vous savez, j'ai vendu ma salade, je vous ai un peu démontré ce que c'était. Je prends 20 minutes de votre temps, si vous l'avez, pour vous parler du bébé, là, de ça sur quoi on travaille, puis un peu pourquoi je suis content qu'il y ait des établissements qui sont là, puis des gens intéressés par l'approche. Présentement, on le dit, sur quoi on travaille? Un AEC de perfectionnement en intervention psychosociale par l'aventure et le plein air. Fait que si vous vibrez, là, vous êtes vraiment « c'est bien hot, je veux faire ça ». Ça, c'est une qualification qui peut vous rendre autonome. On le disait tantôt, c'est plate, c'est les guides qui ont accès à ça, mais les éducateurs, comment ils le récupèrent? Bien, avec ce perfectionnement-là, l'éducateur, c'est lui qui monte le projet d'aventure. Donc, c'est lui qui a accès et son équipe à ce matériel-là. Le problème, il est là. Il n'y a pas de formation collégiale qui existe. Il y a guide d'aventure qui existe, mais on ne parle pas de relation d'aide à l'intérieur de ça. Il existe des bacs, il existe des diplômes de 2e cycle, mais encore une fois, on parle beaucoup plus de l'orientation plein air. Tu sais, intervention plein air, mais intervenir pour les premiers soins, intervenir pour l'alimentation, intervenir pour le matériel, pas intervenir sur un besoin psychosocial. Finalement, comment les milieux... Tu sais, vous tripez aujourd'hui, vous avez un intérêt. Si vous êtes là, moindrement, c'est qu'il y a un intérêt. Puis moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé. Puis je dis, tu sais, ce qui est malheureux, c'est sûr que, comme consultant, il faut les payer. Tu sais, le problème, c'est les ressources humaines puis la logistique. Si on va dans un centre, j'en ai proposé, il y en a que je fais bénévole, comprenez que je ne fais pas ça pour l'argent, je fais ça par passion. Mais j'ai besoin de payer mes éducateurs de nuit, j'ai besoin de payer mes intervenants à temps double vu qu'ils font 12 heures back-à-back. C'est vrai, c'est une réalité qui est là, une réalité syndicale, puis c'est bien correct, puis ça existe, puis il faut le comprendre. Le lien de confiance, comme on disait tantôt, l'histoire des nœuds avec le jeune que j'ai suivi, bien, ça a été bien mieux que ce soit son éducateur ou son parrain qui a eu accès à ça. C'est cher? Ben non, c'est pas cher. Ce qui est cher, c'est les ressources humaines. Ce qui est cher, c'est payer les consultants, payer Patrick pour qu'il monte un programme. Il faut quand même que je mette du pain et du beurre sur la table si je ne le fais pas bénévole. La solution, c'est quoi? C'est ce qu'on vous propose. La solution, ben, c'est de former, d'offrir un perfectionnement. Vous savez, c'est quoi un certificat universitaire? Un certificat, souvent, c'est j'ai fait ma formation, je vais me spécialiser. Fait que ce qu'on veut mettre de l'avant, c'est une spécialisation. Pour tous les fondements qu'on a parlé, on a effleuré, là, on peut vous donner 200 heures de formation. Bien, pourquoi pas offrir un programme d'attestation d'études collégiales de perfectionnement à temps partiel? Pour qui? Bien, pour des travailleurs déjà en place. Les notions de relation d'aide, si vous êtes intervenant, vous les avez déjà. Vous connaissez déjà c'est quoi la psychoéducation, puis c'est quoi répondre aux besoins, puis tout ce dont on a parlé. Ou même, vous êtes sur les bancs d'école présentement, vous avez déjà une bonne base qui est là. Fait que ce serait le fun d'offrir un perfectionnement, vraiment une coche de plus, un outil nouveau à des gens qui ont déjà la base. C'est ça sur quoi on travaille. Ce qu'on veut offrir, c'est ce que vous avez qui est déjà là. Disponible, puis sur quoi on travaille pour que ça soit encore mieux, encore plus quand on travaille. On a 30 heures semaine, 40 heures semaine, on n'a pas le temps. Mais pourquoi pas le rendre disponible en présentiel, donc en classe à Bécomo, mais aussi partout au Québec. Parce que je vous dis présentement, une semaine, j'étais avec un collègue de Montréal qui disait « Hey, on veut embarquer dans ce projet-là, puis la prochaine étape, c'est de les appeler pour avoir on a des étudiants déjà qui sont intéressés à Sherbrooke, Montréal, Québec. »
Ce qui peut être bien aussi, 3-5 heures semaine de soir de fin de semaine. Donc, à temps partiel, en 2 ans, on va chercher une qualification. Possibilité d'intégrer les compétences de vos cours à l'intérieur de votre milieu de travail. Ce qu'on aimerait vous proposer, c'est vraiment l'idée que ce que vous voyez sur les bancs d'école, vous êtes déjà capable de les appliquer avec les différents milieux dans lesquels vous travaillez. Si vous n'avez pas de milieu, on peut s'impliquer comme un stage dans un milieu. Dernièrement, seul diplôme qui peut s'adresser à une clientèle étudiante qui possède déjà une qualification ou qui est en cours d'être terminée. Fait que même les étudiants qui ont déjà 1 an ou 2 ans de fait, il y a une manière, puis on s'entend 3 heures semaine, venir à l'école, ou si vous êtes à l'extérieur, les cours sont filmés, sont disponibles sur Internet, donc on peut le faire au rythme de l'étudiant. Ça a l'air drôle de parler de plein air puis de dire à distance, mais on va voir tantôt de quoi ça peut avoir l'air. Le but de ce programme-là qu'on veut mettre de l'avant, il y en a 3. Fait que si vous êtes intéressé, puis vous dites, qu'est-ce que je vais faire dans ça? Les 3 axes de formation sont là. La première, être capable de gérer l'équipement puis la vie en plein air. Fait que tout ce qui est outils, alimentation, les activités que je vais cibler pour être sûr d'être dans mon pic, être capable de le faire de manière autonome, en ayant une bonne tête puis en se mettant les 2 mains dedans. Là. En deuxième, l'intervenant est capable d'assurer la sécurité et le bon déroulement d'une sortie. Toucher les premiers soins en région éloignée. C'est quoi la différence avec le RCR? C'est qu'on apprend à garder une personne en vie pendant 48 heures, donc le temps que les secours arrivent en région éloignée. Ce n'est pas juste amener la personne ou attendre que l'ambulance arrive, c'est 48 heures de survie. C'est un cours qui est assez avancé qu'on offre dans cette formation-là. Puis finalement, l'habillement puis la structuration d'un programme. Donc, éviter les mésaventures, éviter les chocs hypothermiques. Donc, ce volet-là qu'on veut développer. Finalement, et non le moindre, le volet psychoéducatif. Donc, comment utiliser ce vécu-là pour intervenir. Je n'irai pas plus loin, on a surtout parlé de ça. Fait que ce sont 3 grands axes qu'on veut faire. Pour y arriver, je ne vais pas les lire avec vous. On a visé des compétences. Ce qui est le fun, il y en a 2 là, que j'aime prendre le temps de dire. Conduire un projet d'intervention par la nature de sa conception à son évaluation finale. Donc, être autonome pour, dans vos milieux, pas besoin de partir 4 jours là, en rafting, ce n'est pas nécessairement ça l'idée. Oui, vous allez être apte à le faire après, par contre. Ce programme-là, notre but, c'est de vous rendre autonome à 100%, sans devoir faire affaire avec des firmes de consultants ou des guides en plein air comme j'ai fait. Vous êtes capable de le faire vous-même. Puis, ce qui est bien aussi, encadrer la pratique d'un sport. Fait qu'on veut que vous vous perfectionnez dans un domaine qui vous fait triper pour que vous puissiez partager cette passion-là avec vos clients. La manière qu'on peut le faire, ça peut avoir l'air de ça. Ça serait quoi une grille de cours de ce programme-là? Puis là, c'est où, c'est quand? On travaille bien gros pour l'offrir l'an prochain. Puis là, je suis content même. Là, les personnes responsables sont dans la salle aujourd'hui. Fait qu'on a le désir de l'offrir rapidement, puis partout au Québec. De quoi ça peut avoir l'air? Une session, quand on parle été, gardez en tête, c'est un cours dans la semaine, sûrement de soir ou de fin de semaine. Programmation d'expédition. Donc ça, c'est un cours. 60 heures sur comment je fais ma programmation pour être sûr que je réponds à un besoin et que je n'ai pas de mésaventure. Sport et accréditation, tutorat. C'est quoi ça? C'est, on a le souci de rendre des guides qui sont surtout des passionnés aussi. Moi, je ne vous cachais pas, mes 2 passions, c'est l'escalade et le kayak. Fait que c'est clair que quand j'aide mes jeunes en escalade et en kayak, c'est ça qui me fait triper. C'est vraiment là-dessus que je vais essayer que je vais jouer. Mais si toi, tu tripes course, si toi, tu tripes n'importe quel programme, on va vous demander d'aller chercher des accréditations. Parce que comprenez que pour encadrer un groupe, il faut avoir les niveaux des associations. Comme il faut avoir le kayak niveau 2 pour gérer un groupe de 10. Fait qu'on vous demande d'aller les chercher. Puis en même temps, vos devoirs, c'est juste du tutorat. Il n'y a pas de présentiel. En supervision, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous demandez, es-tu capable déjà de voir le potentiel éducatif qu'il y a derrière ça? Si tu es enseignant et tu veux te perfectionner en course, on a des écoles à Chicoutimi, même à la baie, c'est comme un sport-études, aux 3 jours, une demi-journée, qui vont courir en nature, en forêt, puis ils utilisent ce bout-là. Fait que si tu tripes course, toi, on va maximiser ton intervenant plein air spécialisé en course. L'automne, ça peut être quoi? Fondement de l'approche expérientielle puis les stratégies d'intervention. Fait que les 5 concepts qu'on a vus, on passe beaucoup de temps à les comprendre parce que présentement, je vous ai donné une base, mais je n'ai pas la prétention de dire qu'on a vraiment tout donné puis tout vu. En hiver, leadership et psychologie du groupe restreint. On travaille énormément nos leaders naturels, nos personnes qui vont suivre. Quel type de leadership, moi, j'applique dans mon groupe, puis comment je vois mon groupe que j'amène en aventure, puis comment je peux jouer avec ça. Jamais personne d'inactif. Tu sais, mes 2 petits bombes, mes 2 petits chefs tough de groupe, comment qu'on peut faire pour intervenir auprès d'eux? Les 2 mêmes qui avaient monté leur tente tout seuls, qui s'avaient pogné, le lendemain matin, je les ai mis dans le même canot. C'était magnifique à voir. On avait comme 2 kilomètres d'avance sur eux autres. Ça se sacrait après, ça se traitait de non. Ils ont réussi à jaser, puis sont arrivés.
J'ai dit, ouais, les boys, vous avez réussi, c'est le fun, mais vous avez manqué le souper. Ils n'étaient pas contents. Ils ont mangé des ration packs, là, ils étaient corrects, mais ils ont compris que s'ils ne travaillent pas ensemble, s'ils ne mettent pas de l'eau dans leur vin, ben, ils ne réussiront jamais à trouver un compromis. Fait qu'on voit ces bases-là. Été 2, ça c'est le fun ici. Hein, j'arrive à ma 2e année, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai encore des cours? Non, on s'en va sur le terrain, on valide vos connaissances. Expédition et fondements pratiques, 4 jours présentiel, 4 jours l'été. Un groupe, qu'est-ce qu'on pense faire? Un groupe à Bécomo, probablement dans nos beaux coins de plein air qu'on a. Moi, j'aime beaucoup les Montgrou. Si on a des gens de Québec, des gens de Montréal, bien, on va au parc de la Jacques-Cartier aussi le faire. On va vraiment sur place, on rassemble notre monde pour des fins de semaine intensives. On regarde, tu sais, ce que tu as appris, tu as de le transférer avec des mises en situation, autant dans les premiers soins, autant dans l'intervention, autant dans la gestion, autant dans l'alimentation. On transfère ça. Puis oui, on fait même des sorties en conditions hivernales. T'sais, en conditions hivernales, pas besoin de faire de rafting, pas besoin de faire de kayak ou d'escalade ou de trucs, là, juste dormir. En contexte hivernal, on sort déjà plusieurs personnes de leur zone de confort. Je me souviens, je donnais une formation à des étudiants, on était 16 cordés comme ça, là, en dessous d'une bâche puis d'un sleeping bag momie avec juste la tête qui sortait à moins 35. C'est une méchante belle expédition qu'on a fait. Ça les a sortis de leur zone de confort. Puis finalement, on termine avec quoi? On termine pour valider vos compétences et transférer dans vos milieux avec un projet intégrateur en tutorat. Comprenez que des cours cliniques, là, on parle de 60 heures, 45 heures. Avec ça, vous avez votre tête, vous êtes ça à coche, si je peux me permettre, côté théorique. Qu'est-ce qu'on fait? On le valide avec 2 grandes sorties, toujours avec un tuteur qui est disponible pour vous, courriel, téléphone, présentiel. Puis finalement, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? C'est dans votre milieu, de faire un projet intégrateur, que vous montez soit un programme de plusieurs petites sorties plein air, 3 vendredis après-midi dans l'année, ou à chaque jeudi matin, si vous êtes dans une école ou dans un milieu où c'est qu'on n'a pas besoin de tomber dans un développement thérapeutique, ou sinon vous êtes dans un milieu d'intervention, vous voulez monter une aventure de 3 jours, 2 jours, 4 jours, 5 jours, on vous supervise, puis on voit vraiment votre capacité d'intégrer cette pratique-là dans vos milieux. Notre prétention, c'est de vous rendre autonome et capable de monter ça. Par contre, on n'est jamais tout seul en intervention plein air. Hein. Moi, j'ai l'air bien bon dans ce que je fais, mais ce qui est le fun, c'est que c'est comme une grande famille, les intervenants plein air, vu qu'il n'y en a pas tant au Québec. Valider les contacts. Moi, j'appelle ma gang, qu'est-ce que je suis mieux d'amener. Vraiment valider vos programmes, c'est important à faire aussi. Mais le but de cet AEC-là, c'est qu'en 2 ans en temps partiel, avec un petit cours par semaine qui risque d'être trippant, si ça vous intéresse, vous allez tripper, c'est de vous rendre autonome dans cet outil-là. Comme quelqu'un qui irait chercher un certificat en intervention jeunesse, se spécialise en intervention jeunesse, vous êtes spécialisé en intervention plein air. Puis pourquoi aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que c'est filmé, là, je vous le dis, tous mes pépins techniques sont là, puis il y a même des établissements qui sont présents. C'est que oui, on veut intéresser les étudiants, mais on a aussi l'appui de partenaires d'établissements pour que cette formation-là vous serve à quelque chose, que dans vos CV, que ce soit un plus, que de savoir que, toi, je t'engage, puis en plus, tu peux me donner ce morceau-là, m'amener un nouvel outil qu'aucun autre éducateur a dans mon établissement. Je pense que c'est une plus-value, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Puis toutes les portes auxquelles j'ai cogné, puis je suis quelqu'un d'assez authentique, tout le monde a eu un intérêt. Des fois à des niveaux différents. Chez nous, on ne peut pas faire le gros forfait. Des fois à un niveau très intense, mais tout le monde a vu que c'est un bel outil qu'on peut ajouter. Que plus on ajoute des outils, mieux c'est. Il n'y a pas de risque de trop se spécialiser, si vous voulez mon avis pour ça. Si vous êtes étudiant ou professionnel, vous travaillez, il y a peut-être 3 choses qui peuvent être le fun. Vous avez dans vos pochettes, vous regarderez tantôt s'il vous plaît, vous avez dans vos pochettes, je vous connais, hein, vous autres, c'est toute cette gang, ça c'est tous mes étudiants, j'ai watch, je les connais. Vous avez des commentaires sur la rencontre, sur le projet en général de formation qui peut vous intéresser, puis même une fiche d'évaluation de la conférence. Fait que j'aimerais beaucoup avoir vos commentaires. J'ai bien beau être enseignant, mais pour moi, c'est quelque chose des conférences et des pépins techniques. J'aimerais avoir votre opinion sur ça pour moi, pour être meilleur, m'améliorer. Publicité. Le programme de formation, on va vraiment le partir. Là. Nous, on travaille à 100% là-dessus. Ce n'est pas une idée, c'est ce qu'on veut faire. Parlez-en à vos amis, à vos intervenants qui ne pouvaient pas être là. Si vous êtes un peu ambassadeur du projet, vous avez des questions, vous m'appelez, vous avez mes coordonnées. Fiche de contact, ça c'est le fun. Il y a une fiche à l'intérieur qui dit, ça avait déjà un intérêt. On parle là, vous faites, oh, je tripe, je veux en faire partie. Mais déjà là, il y a une fiche de contact, on demande vos coordonnées puis votre niveau d'intérêt.
Vous avez un intérêt qui est plus exploratoire, du genre, j'aimerais être au courant, j'aimerais voir comment ça s'enligne. Cochez exploratoire, puis on va vous envoyer un courriel ou un téléphone quand on va quand on va offrir les places, quand on va déjà avoir, quand le programme va être officiel. Vous avez un niveau qui est déjà je veux m'inscrire, mettez-le aussi. Pour nous, ça devient encore plus facile d'appeler le ministère et de leur dire, regarde, on a déjà notre cohorte de 12 là, qui veut partir, puis comprenez qu'on l'offre partout au Québec. Fait qu'on est pas mal confiant que notre cohorte elle va se remplir assez vite, là, vu qu'on l'offre un peu partout, cette spécialisation-là. Puis on a des partenaires, je répète, Montréal, Sherbrooke, Québec, on a déjà le bottin assez plein. Puis finalement, pour les établissements, ça c'est vraiment quelque chose qui est quand même très important. Les commentaires, encore une fois, s'il vous plaît. La collaboration. J'ai présenté des projets. S'il y a des projets qui vous intéressent ou juste développer cette approche-là dans vos milieux, comprenez qu'on va avoir des futurs étudiants et probablement des futurs stages à leur proposer. Fait que si vous aimeriez avoir des gens qui vont dans vos établissements pour un peu développer ce type de projet-là, probablement fort gratuitement, c'est éviter l'argent que je vous chargerai. Mais ouais, on est toujours ouvert à collaborer avec les établissements. C'est une petite famille, l'intervention plein air. Puis moi, plus qu'il y a de personnes autour de ce projet-là, plus je vais être content. Puis finalement, je le sais que le mois d'avril, pour les ressources, c'est un mois qui est extrêmement demandant. C'est les rapports financiers, c'est toutes les deadlines que vous avez. Mais il y a un canevas de lettres d'appui qui est là. Si vous êtes une ressource communautaire ou un établissement, une commission scolaire, école ou quoi que ce soit, on aimerait beaucoup avoir votre appui pour le projet. Vous avez même un canevas en 3 points, comment on peut monter la lettre. Puis je me rends fortement disponible à aller vous rencontrer, vous parler, vous fournir la vidéo, le lien aussi pour le montrer. J'ai déjà des ressources qui ne peuvent pas être là aujourd'hui. J'en ai 5 déjà qui vont avoir accès à la conférence puis que je vais aller rencontrer. Parce que plus qu'on est de personnes qui démontrent le plus-value, le beau bonus que cette formation-là donne, plus tôt on va pouvoir offrir le programme de formation. Puis on vise l'automne ou l'hiver dès l'an prochain pour ça. Ça va, vous autres? Merci. Est-ce que vous avez des questions avant de terminer? Soit, on a fait un peu d'une pierre deux coups, autant sur l'approche clinique que sur le programme de perfectionnement. Si c'est des questions d'un point de vue plus personnel, est-ce que je peux faire ça si je suis dans tel programme? Est-ce que je peux m'inscrire? Contactez-moi si c'est plus individuel. Si c'est des questions collectives, autant sur l'approche clinique que sur le programme, je les prendrai.